truc. Bonjour YouTube, si tu nous rejoins. On était en train de discuter, voilà, comme d'habitude au début du stream. Là, les gens sont arrivés, ils sont arrivés en masse. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils sont là, ils sont au taquet. Donc, on va commencer la nouvelle thématique qui s'appelle lutte sociale, mobilisation sociale. Donc, c'est à la page 494, pour celles et ceux qui ont le bouquin et qui veulent suivre en même temps. Je sais qu'il y en a. Voilà, des gens qui ont du mal à lire par eux-mêmes aussi, hein. C'est vrai que moi, il y a plein de bouquins, je les ai achetés, j'ai toujours pas commencé à les lire. Hein. Je préfère être honnête avec vous, je pense que ça arrive à tout le monde, mais clairement, il y a des bouquins qui sont en train de mourir dans ma bibliothèque et qui sont abandonnés. Donc là, on va lire Pourquoi si peu de révolte, qui a été écrit par Julie Lemazier, qui est politiste, donc spécialiste de la science politique, qui est à Paris 1, et Igor Martinache, qui est sociologue à Paris Diderot. Je vous rappelle que le bouquin, il date de 2019, et il y a des remerciements à François Lopez, qui est professeur de lettres et d'histoire. Alors, pour commencer la lecture, ils ont mis des extraits de de journaux. Une pensée au livre parti trop tôt, ouais. Ils ont mis des extraits de journaux. Il y a écrit par exemple « Gilets jaunes, jusqu'où peuvent-ils aller ? Gilets jaunes, quand la violence l'emporte. Gilets jaunes, la dangereuse escalade. » Ça, c'est les unes du Parisien du 18 novembre, 25 novembre et 2 décembre 2018. Donc il y a à peu près 2 ans. Vous vous rendez compte que les gilets jaunes, ça a commencé il y a 2 ans. J'ai l'impression que c'était hier. C'est vraiment terrible. On continue. Cette fois, c'est les unes du Figaro. Gilets jaunes, l'exécutif cherche une réponse. Entre Macron et les gilets jaunes, le bras de fer se durcit. Ça, c'est les unes du Figaro de novembre, 19 et 26 novembre 2018. Ensuite, les unes de Libération. Gilets jaunes, Macron à contresens. Gilets jaunes, Christophe Castaner à l'épreuve du feu. Manu, entends-tu ? Les unes de Libération du 19 novembre, 26 novembre et 10 décembre 2018. Putain, c'est terrible, hein. J'ai vraiment pas l'impression que c'était il y a 2 ans. J'ai entendu, c'est la une du 18-25. Non, du 18 novembre et 25 novembre. Salut Lyon Curie. Je commence à vous lire le bouquin, du coup. Les soulèvements font souvent la une des journaux, parce qu'ils sont spectaculaires, mais aussi parce qu'ils sont rares. Ils surprennent et ils interrogent. Mais au regard des innombrables injustices subies par les uns et les autres, n'est-ce pas en fait la rareté des révoltes qui devrait nous étonner et que l'on devrait chercher à expliquer? C'est la question que se posait déjà Étienne de la Boétie. C'est la servitude volontaire, c'est pour celles et ceux qui connaissent. Au XVIe siècle? C'est ça qui a écrit. Oh là là, j'arrive plus à lire. Si, c'est ça. En parlant de servitude volontaire, il suggérait que, pour comprendre le pouvoir, il ne faut pas s'intéresser simplement à ceux qui dominent, mais aussi à ceux qui sont gouvernés. Comment est produit leur consentement à l'oppression? Ou du moins, qu'est-ce qui les décourage, à se révolter? Bon, ça, c'est mon cours de L1. Pourquoi est-ce qu'on se rebelle pas? Et en fait, il faut savoir que c'est la majorité, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je retiens. La majorité du travail de Pierre Bourdieu, c'est de comprendre les rapports de domination et surtout de comprendre pourquoi on ne se révolte pas, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien. Donc voilà, là ça parle de la Boétie, mais je pense que ça va finir par parler de Bourdieu, donc soyez prêts. Je me pose plus la question quand tu vois les CRS surarmés, tout métallisés de la tête aux pieds. Mais en fait, ce n'est pas seulement de la violence physique. Ça serait trop simple si c'était seulement de la violence physique. Comment se maintiennent les rapports de domination? Exactement. Je vais laisser ma gourde ouverte. Les révoltés des meutes irréfléchis. Maëva... Oh yes, il y a des témoignages. J'aime bien. Maëva est en classe de première dans une ville moyenne de Lorraine. Comme beaucoup de ses camarades, elle désapprouve fortement la réforme du lycée proposée par le gouvernement Macron. Alors, avec eux, elle a décidé de bloquer l'entrée de son établissement pour empêcher que les cours aient lieu. Ah bah dis donc Maëva, tu risques 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, hein? Incroyable. En fait, il y a des règles. Si jamais vous venez de découvrir le stream, vous pouvez aller regarder en dessous dans la description. Il y a écrit ce que vous avez le droit de faire ou pas de faire. Et notamment, les blagues à caractère discriminatoire, c'est interdit. Donc n'hésitez pas à ne pas en faire. Et si vous en faites, vous pourrez plus parler pendant 10 minutes. Et si vous récidivez, vous finirez par disparaître de ce stream. Parce que c'est juste pas le lieu, quoi. Surtout que personne rigole à part vous, je pense, là. Mais bon. Salut Colibri! Donc Maëva, elle a décidé de bloquer l'entrée de son lycée pour empêcher que les cours aient lieu parce qu'elle est contre la réforme des lycées proposée par Macron, par le gouvernement Macron. Jusque-là, tout va bien. Salut Sandrine. Un matin, comme dans des dizaines d'autres lycées dans le pays, ils se sont levés à l'aube pour ramasser un tas de poubelles devant la porte et accrocher des banderoles. Lycéens en colère aux barrières.
Et quand vient le jour de la manifestation nationale, une partie d'entre eux descendent à Metz pour se joindre au cortège pendant que d'autres maintiennent l'occupation. Donc ils ont divisé les tâches, il y en a qui occupent le lycée, il y en a d'autres qui partent en manif. Comme souvent, une telle mobilisation divise. Si la plupart des élèves et même des profs sont d'accord avec le mouvement, d'autres se déclarent pris en otage et voudraient avoir cours normalement. Non, mais je suis... il y a toujours ça. Je suis d'accord que vous avez raison de lutter, mais quand même, on devrait pouvoir continuer avec avoir cours. D'accord? Et du coup, on fait comment? On fait quoi? On dit juste qu'on n'est pas d'accord. Yes? Là, avec ça, on va obtenir des choses. Hein. Tu peux lutter sans lutter, STP, ouais, c'est ça. Pourquoi le chat doit rester docile? Vous avez 3 heures. Ah non, j'ai une réponse claire à te donner sur pourquoi le chat doit rester docile et pourquoi est-ce que je modère et je banne des gens. Tout simplement parce que sinon c'est pas gérable et qu'on peut pas continuer le contenu. Voilà, c'est clair. C'est pour pouvoir continuer, moi, à travailler et que collectivement, il y ait des discussions dans le chat sans que ça se centre sur 3 personnes qui racontent n'importe quoi. Non, mais je me doute que tu rigoles, mais j'explique. Quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Merci Dédalise pour les 30 mois de soutien. Merci énormément Dédalise. 30 mois. Merci, merci. Donc je continue. Incroyable. Donc oui, la prise d'otage, hein, le fameux, le classique. Certains, notamment à la télévision, accusent les lycéens de se mobiliser juste pour éviter d'aller en cours, voire d'être manipulés par des meneurs, par des adultes. C'est bien connu, on ne peut pas penser par soi-même à 16 ou 17 ans. Ça c'est marrant, on en a parlé la dernière fois. On en a parlé la dernière fois que c'était aussi un rite initiatique de faire tes manifs, tes premières manifs au lycée, que t'apprenais énormément de choses dans l'événement, même si tu prenais pas la pleine mesure de tout ce qui se passait, etc. Je peux aligner des poubelles sur le chat pour manifester ma désapprobation. Oui, ça tu peux. Oui, oui, oui. Il faut dire que ce type d'accusation n'est pas nouveau. Cela fait belle lurette que les membres de l'élite se méfient des mouvements sociaux, susceptibles de menacer leurs privilèges. Les mouvements sociaux, on parle aussi de mobilisation ou d'action collective, c'est une activité de groupe, concertée entre des acteurs pour contester ou revendiquer un changement social. Donc les mouvements sociaux, c'est une action de groupe pour mener un changement social. Il y a des dimensions et des effets politiques des mouvements sociaux, même s'ils ne servent pas prioritairement les outils du jeu politique institutionnel. Donc en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que le mouvement social, ça ne passe pas par le vote ou l'activité au sein des partis, mais c'est quand même politique, même si ça ne s'inscrit pas dans le jeu politique institutionnel. C'est-à-dire que c'est de la politique qui se fait autrement, mais c'est de la politique quand même. Donc voilà, c'est bien parce qu'ils prennent vraiment le temps de faire des définitions dans certains chapitres. Donc mobilisation sociale, c'est vrai que je pensais pas à vous l'expliquer. On pense tout de suite à des manifs ou à des trucs comme ça, bah voilà, là c'est expliqué. C'est qu'il faut qu'il y ait une dimension collective pour qu'il y ait une mobilisation. Je continue. Il faut dire que ce type d'accusation n'est pas nouveau, voilà. On se méfie des mouvements sociaux susceptibles de menacer les privilèges. Au 19e siècle, par exemple, des intellectuels, il y a des guillemets dans le texte, hein, c'est pour ça que je vous le fais, des intellectuels en vue ont prétendu décrire une psychologie des foules qui obéirait à différentes lois, notamment celle de l'imitation. C'est que, pensait-il, grâce à la connaissance de ces dernières, on pourrait canaliser l'énergie formidable de ces mouvements irréfléchis en faveur du pouvoir, et non pour le renverser. Pardon? Alors on va faire de la psychologie des foules, comme ça on va pouvoir utiliser votre force pour maintenir le pouvoir en place. Ok? Oui mais nous on est animés parce qu'on veut renverser le pouvoir. Non mais c'est pas intéressant ça. Nous on va utiliser votre énergie pour maintenir le pouvoir en place. Yes? Yes, yes, yes. Dans les origines de la France contemporaine qui date de 1887, Hippolyte Taine, l'un des fondateurs de l'école libre des sciences politiques, l'actuelle Sciences Po Paris, explique ainsi que l'action collective se produit par un phénomène de contagion mutuelle des émotions. Ah, bah bien sûr. Bien sûr, les idées sont contagieuses, bien sûr. Il existerait selon lui un sentiment primitif et instinctif qui conduirait les individus à imiter le délire des autres lorsqu'ils se trouvent au milieu d'une foule. Tout particulièrement, les membres des classes populaires. Les plus éduqués étant heureusement prémunis. Ah bah les pauvres, hein? Les pauvres, entre eux, ils se montent la tête. Ils se montent la tête, les pauvres entre eux. Mais vous inquiétez pas,
Ceux qui sont éduqués et riches n'auront pas ce problème-là. Les bouseux, c'est con, c'est ça. Primitif, ouais, délire primitif. C'est chaud, hein. Ah, c'est chaud, hein. Mettez votre masque, sinon le gauchisme va vous contaminer. Hippolyte Taine. T-A-I-N-E. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'est un mec qui a fondé l'école libre des sciences politiques, et c'est Sciences Po Paris maintenant. Donc voilà, c'est un des fondateurs de Sciences Po Paris, si on veut réduire, j'imagine. Si on veut simplifier. De toute façon, c'est un repère de blaireau, donc rien de nouveau. On apprend rien de nouveau. Voilà. On apprend rien, là, pour l'instant. C'est théorie. Donc théorie entre guillemets, parce que bah, c'est tout sauf... voilà, c'est clairement juste du mépris. Hein. C'est un historien, d'accord. Ces théories étaient imprégnées d'un fort racisme de classe. Donc on appelle ça un classisme. Voilà, si vous voulez utiliser les termes... Enfin, en tout cas, moi j'appelle ça classisme, et quand j'ai lu des travaux là-dessus, on disait... C'est vrai qu'il y en a qui utilisent racisme de classe, mais souvent c'est classisme. Parce que racisme, il y a quand même le mot race à la base dedans. Classisme, c'est discrimination en fonction de ton origine sociale en termes de classe. C'est-à-dire qu'en gros, on méprise les pauvres, on méprise les gens qui n'ont pas accès à l'éducation, on méprise les couches les plus populaires et les plus fragilisées socialement. Voilà. Donc je vais dire classisme. Voilà, comme ça on comprend, vous comprendrez. En tout cas, c'est le vrai concept tel qu'il est utilisé en règle générale et que je le lis. Donc voilà. Donc ces théories étaient imprégnées d'un fort classisme et cherchaient avant tout à nier le caractère politique et réfléchi des contestations. Bah c'est vrai que si c'est un mouvement bestial d'une foule qui ne comprend rien, voilà. Et en plus ça se fait par contamination, bah il n'y a pas de contestation politique. C'est nier le politique de ces contestations. C'est malin. Bravo, du génie. Aïe aïe aïe. Si mouvement de foule il y a, ceux-ci sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. L'imitation inconsciente et les émotions ressenties quand on est en groupe ne suffisent pas à expliquer pourquoi certains, comme Maeva et ses camarades lycéens, se révoltent un beau matin. Que gagne-t-on à protester? Ah bien sûr qu'il y a une haine des pauvres, ça on est d'accord, hein, bien sûr. Merci Fionsouk pour le sub offert à Axel. Axel des rouges. Merci beaucoup. Bienvenue Axel du coup, merci beaucoup Fionsouk encore une fois. Le fait que les lycéens se mobilisent parfois pour ne pas avoir cours, je vois pas en quoi ça serait pas légitime. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est qu'on peut pas réduire à ça parce qu'il n'y a pas que ça dans les mobilisations lycéennes. Et la plupart du temps, c'est utilisé comme un argument pour dire qu'ils sont pas politisés. Alors qu'en fait, il y a des prémices politiques dans ce qu'ils font. Et parfois, c'est même très conscient. Si c'est un mouvement bestial et que les gens sont des animaux, pas de problème à tirer dans la foule. C'est vrai. C'est vrai. Bien vu. Il y a aussi ça. Donc, que gagne-t-on à protester ? Une explication évidente des révoltes à rebours de la précédente est que les personnes impliquées défendent tout simplement leurs intérêts. Là encore, les choses ne sont pas si simples. Comme l'a montré le sociologue états-unien Mancour Olson, je le prononce mal, je suis désolée, mais voilà Olson, il existe un paradoxe de l'action collective. Cela coûte en effet de se mobiliser. C'est du temps qu'on pourrait passer à faire à autre chose. On risque divers représailles. Ça, c'est un truc qui arrive tout le temps à l'université, c'est-à-dire que quand tu donnes cours à la fac, t'as souvent des mobilisations sociales. Et t'as toujours des étudiants qui vont te dire « Oui, il y a des mobilisations. » Toi, tu dis « Il y a une assemblée générale, donc c'est pas grave si vous n'êtes pas en cours parce que bah, y a l'assemblée, ça devrait être banalisé. » Et là, t'en as qui font « Oui, mais ils nous empêchent d'aller en cours. Et en plus, tout ça parce que ils ne font rien. Ça repousse nos partiels. » Et moi, je suis là. Tu sais qu'ils veulent avoir leur année tout autant que toi. C'est-à-dire qu'en gros, les étudiants qui sont mobilisés et qui sont militants, ils doivent, en général, réussir leurs études, tout comme toi. Hein. Toi, tu veux réussir tes études, ok, l'autre personne en face de toi, elle veut tout autant réussir ses études. Elle travaille autant que toi pour réussir ses études. En plus de ça, des fois, ils ont des jobs étudiants pour bouffer. Donc voilà, imagine déjà la combinaison job étudiant plus études. Voilà, là, t'as la plupart des militants. En plus de ça, le militantisme, ça prend énormément de ton temps et de ta force mentale et physique en plus de tout ça. Et en plus, tu risques de te faire blacklister au niveau de l'université parce que tu es visible quand tu es militant à l'université et tu te fais forcément repérer par l'administration, par les profs, etc. C'est-à-dire que le niveau d'anxiété et de stress chez les militants, il est énorme. Il est énorme. Après, je comprends qu'on se dise, bah voilà,
un blocage à ce moment-là, c'est peut-être pas la bonne manière de lutter. Est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à d'autres actions? Ça, c'est pas un problème de dire ça. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, les remarques qui sont faites, c'est moi, on m'empêche d'aller en cours alors que je veux y aller. Oui, mais eux aussi veulent y aller en fait. Ils veulent y aller dans des conditions de meilleures conditions que ce qu'on a aujourd'hui. Mais eux aussi, ils veulent y aller. Mais en fait, si tu n'es pas d'accord avec le moyen d'action, bah propose-en d'autres. Mais si tu dis que tu les soutiens, mais juste que tu n'agis pas et que tu ne proposes rien d'autre, bah comment est-ce que tu veux qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place en fait? C'est terrible. Ah, 2005, j'étais trop jeune pour me souvenir de quoi que ce soit. Salut l'antivirus Solar. Ouais, pour l'instant, il y a de la musique de jeu, on verra après. Salut Clint Horis. Parfois, tu peux ne pas être d'accord, mais ne pas avoir non plus de meilleures solutions. Oui, mais c'est compliqué. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est compliqué de ne participer à rien. De ne participer à rien. Et de ne pas accepter que les autres aient des formes de mobilisation. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est des personnes qui sont 100% contre les mobilisations et qui trouvent que tout va bien à l'université, bon bah là, tu te dis c'est cohérent au moins. Mais quand les personnes sont vraiment contre les réformes qui sont mises en place, mais ne veulent pas se mobiliser parce que ça a un coût trop fort pour eux, et bien qu'elles acceptent au moins que celles qui acceptent de prendre ce coup dans la gueule et qui va endommager leurs conditions matérielles de vie et leur santé mentale, et parfois même leur santé physique, parce qu'on parle quand même de mobilisation face à la police aujourd'hui. L'université envoie pour débrayer les universités, les débloquer, ils envoient la police. Donc là, en fait, c'est ça le problème. C'est plus ça le problème, c'est que si t'es pas d'accord, mais qu'en même temps tu ne participes à rien, je suis d'accord que quand t'es pas militant, tu vois, c'est compliqué de savoir comment participer, et que c'est compliqué aussi de proposer des solutions. Ça, on est d'accord. Mais le truc, c'est que c'est pas la même démarche de leur dire, écoutez, est-ce que je peux aider? Et comment je peux aider parce que moi je me sens pas de faire un blocage, plutôt que de dire je suis anti-blocage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que là, ça sera pas pris pareil en fait par les militants. Les militants, ils vont te dire, ok, je comprends que ton premier truc, t'as pas forcément envie de participer à un blocage, mais en fait, à partir du moment où tu te proposes comme force vive, tu sais, ça peut être vraiment, tu participes au travail de com, tu vois, parce qu'il y a plein de messages qui sont reçus sur les réseaux sociaux des groupes étudiants, plein de messages de détresse, des fois il faut collecter des témoignages, faire des actions comme ça. Il y a des actions qui passent pas forcément par la lutte matérielle, notamment pour les personnes qui n'ont pas forcément les personnes handi, quoi, qui ont pas forcément les moyens physiques de pouvoir mener la lutte en manif. Dans le lycée de ma soeur, ils nous ont envoyé les CRS pour échoter les lycéens au LBD. Ouais, ça m'étonne pas. Non mais ça, je comprends que du coup, t'as pas envie d'aller en manif quand tu vois ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En fait, le truc, c'est que ça dépend comment c'est présenté. Mais on peut lutter sans lutter de manière traditionnelle en allant dans la rue parce qu'on a peur. Je comprends tout à fait qu'on ait peur. Ça me choque pas plus que ça qu'on ait peur. Mais il y a différents niveaux d'application. Ça peut être aider à l'organisation. Ça peut être aider à l'organisation. Ça veut dire des fois juste les aider à récupérer de la nourriture pour pouvoir faire manger à ceux qui sont là en train de faire le blocage, par exemple. C'est plein de trucs en fait, à plein de niveaux. Bref, je continue parce qu'on s'éparpille un petit peu quand même. Que gagne-t-on à protester donc hein? C'est ça qu'on était en train de parler. Donc, il existe un paradoxe dans l'action collective, comme le dit Manco Rolson. Cela coûte en effet de se mobiliser. C'est du temps qu'on pourrait passer à faire à autre chose, comme bosser ses études, hein. On risque diverses représailles. Alors, si on est rationnel, au sens où si l'on cherche à satisfaire ses intérêts particuliers, autant laisser les autres se coller à la mobilisation. Merci Urtemax pour les 2 mois de soutien. Merci beaucoup Urtemax. Je vais réussir à finir ma phrase, on y croit. Merci Urtemax. A bientôt Fredou, merci. Quand on produit des documents pour expliquer comment rendre les manifs accessibles, ils ne font rien, les personnes handicapées, on est vraiment oubliés. Non, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un vrai problème. Mais pourtant, alors qu'il pourrait y avoir des formes d'application différentes. Je continue. Donc du coup, je disais... si l'on est rationnel au sens où l'on cherche à satisfaire ses intérêts particuliers, autant laisser les autres mener la lutte, s'y coller, tout en bénéficiant des résultats de leur lutte. Sauf que, si tout le monde fait le bénéfice... Hein? Attendez, j'ai loupé une phrase, oui. Sauf que si tout le monde fait le même calcul, aucune mobilisation n'a lieu, et tout le monde est perdant, sauf la partie adverse.
C'est un peu ce que pense Aïssetou, qui s'est mise en grève avec ses collègues employés par une société de nettoyage pour préserver la propreté des gares de la banlieue nord de Paris. Saint-Denis, Garges-Sarcelles, Hermont-Aubonne, désolé je connais pas, je suis pas de Paris. Hein. Ils veulent de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Combien de fois n'a-t-elle pas entendu certains de ses collègues lui répondre qu'ils soutenaient le mouvement, mais ne pouvaient pas se permettre de perdre une journée de salaire, voire leur emploi tout court. Il n'empêche que eux aussi ont bénéficié des améliorations qu'a fini par lâcher leur employeur au bout de plusieurs semaines de lutte. Olson appelle passagers clandestins celles et ceux qui profitent des gains de la lutte sans en avoir supporté les coûts. Les organisations, certains syndicats notamment, sont donc conduites... Merci! Merci Papissat pour les 5 mois de soutien. Merci énormément Papissat. Incroyable. Mais merci à toi Papissat. Je continue. Donc Olson appelle des passagers clandestins celles et ceux qui profitent des gains de la lutte sans en avoir supporté les coûts. Les organisations, certains syndicats notamment, sont donc conduites à mettre en place des techniques pour les inciter à s'impliquer, des avantages réservés aux seuls participants de l'action. Colson nomme des incitations sélectives. Ça c'est vous. Si vous avez déjà fait, même pas forcément du militantisme, si vous avez déjà participé, je sais pas, à des travaux de groupe ou fait des choses dans le monde associatif, vous avez 3 personnes sur un groupe de 10 qui font tout le travail et les autres qui en collectent les fruits. Ça, c'est la base. Voilà, vous savez ce que c'est qu'un passager clandestin. Du coup, c'est quelqu'un qui va profiter du travail qui a été effectué et des gains qu'il va y avoir à la fin sans avoir à s'impliquer et à donner de son temps ou de son argent. Voilà. Donc ça, vous visualisez normalement. Dans les mobilisations sociales, on appelle ça aussi des passagers clandestins. C'est tous ceux qui vont dire « Ah ouais, je soutiens, mais moi, je peux pas ». Le truc, c'est que c'est compliqué. Parce que quand quelqu'un te dit « Je soutiens la lutte, mais je peux pas », des fois, il faut aussi accepter qu'il y en a qui puissent pas. C'est-à-dire que t'as pas besoin de te justifier sur pourquoi tu peux pas, des fois. Parce que le burn-out militant, voilà, le fait qu'il y a des gens qui puissent pas, parce que mentalement, si ils participent trop, à la fin, ils craquent, on préfère, honnêtement, je vous le dis pour, genre, sur le long terme, on préfère des gens qui participent peu, mais qui participent quand ils peuvent, avec leurs propres moyens, et qui font pas tout le temps, parce qu'à la fin, ils ne craquent pas, que des gens qui finissent en burn-out militant complet, qui sont épuisés mentalement, physiquement, et qui sont juste dans des situations où ils se sont sacrifiés, en fait. Ils se sont sacrifiés pour la lutte, et il n'y a plus rien à en tirer, et ils peuvent même plus maintenir leur vie à flot à côté. Donc ça, c'est extrêmement dangereux aussi. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire. C'est pas pour autant que... C'est pas parce qu'il y a des passagers clandestins qu'on doit culpabiliser les gens non plus, mais je pense que voilà, il faut faire attention à tout ça quand on se retrouve face à des gens qui, individuellement, peuvent nous dire « Oui, là, je peux pas. » Voilà. Ça peut parler de ma vie privée. Non, mais je comprends qu'on puisse plus. Je comprends. Solidarité avec les gens qui veulent aider mais qui peuvent pas, on vous aime. Oui, en plus, souvent, c'est des gens qui culpabilisent. Quand on parle de passagers clandestins, pour moi, en tout cas, tel que je le conçois, on parle plus de gens qui culpabilisent pas, qui sont plus en mode, ils vont profiter de ce qui va être obtenu par les autres, sans penser à un seul moment à s'impliquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus ça. Les autres sont plus des gens qui aimeraient pouvoir s'impliquer et qui sont juste épuisés. C'est le problème de la théorie d'Olson, très individualiste et utilitariste. Oui, je pense qu'elle va être complétée après. C'est quoi le rapport entertainment? J'ai très peur. Entertainment qui a juste écrit « Et pour les immigrés ?» Pardon, c'est quoi le rapport avec le militantisme? J'ai très peur. C'est quoi le sujet? Je suis perdue. C'est la lutte sociale. Donc que gagne-t-on à protester là? C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est une question. Bah, et pour les immigrés de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont les immigrés? J'ai peur. Ok. S'il me dit que les immigrés sont des passagers clandestins dans la France et qui profitent sans rien foutre, j'ai peur. Tu es pour les immigrés. Mais on n'est pas pour ou contre les immigrés en fait, c'est des gens qui existent. C'est des personnes, c'est pas pour ou contre. Pour ou contre les femmes? Ah? Oh là là là. Ils existent en fait, hein. Donc on n'est pas pour ou contre, ils sont là. Voilà, ce sont des personnes. Voilà. Les personnes, on dit pas pour ou contre. D'accord, génial. Ok, on continue.
Dans certains pays, des améliorations obtenues par les syndicats sont réservées à leurs seuls adhérents. Il n'empêche, une telle approche fondée sur un calcul coût-bénéfice est individualiste. Elle ne suffit pas et a beaucoup été critiquée. Ah ben voilà, c'est ce que vous disiez, le chat. Vous voyez? Vous êtes lucide. Certains chercheurs ont ainsi fait valoir le fait qu'il était difficile de faire la part entre les dits coûts et bénéfices. Donc compliqué de différencier ce qui est de l'ordre du coût de ce qui est de l'ordre du bénéfice. Voilà, tout simplement. Ah, il y a mon dos qui vient de craquer. D'autre part, les participants de telles actions ont tendance à être dans le déni des avantages qu'ils en retirent, en termes matériels, mais aussi en termes de savoir-faire militant et de reconnaissance notamment, et à afficher un altruisme et un sentiment de solidarité sincère. D'autre part, ce que certains considèrent comme des coûts peut au contraire être envisagé comme des bénéfices, ce que Daniel Gaxi appelle les rétributions du militantisme. Daniel Gaxi, c'est la personne qu'on a lue l'année dernière. Allez hop, ça dégage. Vous n'allez pas imposer des débats sur l'immigration alors qu'on est en train de parler de manifestations, par contre. Hein. Genre, là, c'est mort les gens, c'est mort. On vous demande pas votre avis. Alors, les rétributions du militantisme, qu'est-ce que c'est? Définition. Les militants ne sont ni désintéressés, ni de froids calculateurs sans idéaux. Ils ne continueraient pas à s'engager en politique s'ils n'en retiraient pas, parfois, même sans s'en rendre compte, des avantages matériels, symboliques ou affectifs. Ce n'est pas pour cela qu'ils se sont engagés, mais ils les découvrent après coup. Daniel Gaxi appelle ces satisfactions des rétributions du militantisme. C'est une chose est simple, c'est que en gros, les rétributions du militantisme, c'est l'idée que si au début, tu vas t'engager pour une cause. Voilà, tu vas commencer à militer, tu vas rejoindre un mouvement social, tu vas rejoindre une association, etc. Qu'importe la raison, tu le fais. Parce que justement, en général, t'es poussé à le faire par tes conditions de vie, c'est quelque chose qui te semble important. Une fois que t'es engagé dans ce truc-là, tu vas avoir des rétributions qui sont de l'ordre de l'affectif, c'est-à-dire que tu vas avoir un nouveau lieu de sociabilité. Tu vas rencontrer des gens qui sont proches de toi, qui vont avoir les mêmes avis, ça va te faire du bien. Ça va te créer une bulle, un peu comme, vous voyez, les communautés Twitch, quoi. Ça va te créer un endroit où tu sais que tu vas avoir la même passion et les mêmes intérêts à discuter de certaines choses avec des gens. Donc ça va être de l'ordre de la sociabilité. Ces sociabilités-là, elles vont te permettre de créer un réseau, parce qu'en fait, tu rencontres des gens qui viennent parfois d'autres milieux sociaux, qui parfois font d'autres métiers que toi, font d'autres études que toi, et qui connaissent d'autres personnes. Alors, je sais pas, par exemple, dans le roller derby, par exemple, c'est plus facile pour moi de déménager parce que je connais plus de gens. J'ai un réseau plus grand parce que je suis engagée dans un club sportif, donc je connais des gens que je peux utiliser, mais involontairement. C'est-à-dire que, du coup, j'ai un réseau plus grand et des gens peuvent me prêter une voiture, vous voyez. Ça, c'est con, mais c'est une rétribution matérielle, dans le sens où on va me prêter quelque chose matériellement. Et c'est lié au fait que tu as réussi à créer un réseau grâce à ton application associative. Et donc en fait, tu peux avoir des rétributions comme ça, qui sont mineures par rapport au temps de travail gratuit que tu offres au monde associatif, ça on est d'accord, mais qui sont quand même, qui vont te permettre, toi, de donner du sens à ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu n'avais rien de tout ça, et que tu luttais tout seul, sans avoir aucune rétribution, tu craquerais. Voilà, tu ne pourrais plus continuer parce que tu n'aurais plus de sens dans ce que tu fais. Donc c'est pas ce qui les fait continuer dans le sens... c'est pas parce qu'ils ont des gains qu'ils vont continuer, mais en tout cas ça permet de donner du sens à ce qu'ils font. Et des rétributions professionnelles parfois parce que ça peut arriver qu'il y a des compétences que tu développes en tant que militant qui peuvent être réutilisées dans d'autres sphères. Donc ça c'est il y a des travaux de sciences sociales qui ont travaillé dessus sur les gens qui se sont impliqués pendant mai 68, mai-juin 68, et qui ensuite ont développé des compétences qu'ils ont pu utiliser dans d'autres métiers, dans le social, dans le monde associatif. Et en fait, même s'ils n'avaient pas forcément de diplôme ou quoi, ils ont développé des compétences pendant les mobilisations qu'ils ont pu utiliser après pour travailler dans le social et dans le monde associatif. Ouais, c'est ça, plein de Tsuka avec les rollers. Fiu fiu. Non, j'ai pas lu La Gagnerie. Salut Baptiste. Non, j'ai pas lu le livre de La Gagnerie, Sortir de notre impuissance politique. Mais par contre, j'ai regardé ce qu'il avait dit à la radio et tout ça, c'est intéressant, mais j'ai pas lu le bouquin. Je l'ai vu présenter son bouquin à la radio. Enfin, faire la com du bouquin. Voilà, donc vous avez des livres, comme dit Ofanin, Ludivine Bantini, par exemple, qui parlent des militantes de mai-juin 68 et ce qu'ils et elles sont devenus après.
Quand je faisais du bénévolat, j'avais une dame qui me donnait régulièrement des légumes. Ça peut paraître bête, mais ça me faisait hyper plaisir. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et en effet, Farine 1312 a raison. Des fois, les rétributions peuvent s'effondrer. Et donc, du coup, le sens de ce que tu fais peut s'effondrer. C'est-à-dire que, en gros, par exemple, je sais pas, t'es dans un milieu féministe et t'as envie de lutter contre le patriarcat. Et en fait, toi, t'as toujours envie de lutter contre le patriarcat, t'es toujours autant féministe, mais le groupe dans lequel tu es, ça ne va pas, tu vois, ça ne marche pas, tu t'entends pas avec elle, il y a des gros problèmes en interne, ça ne fonctionne pas. Et là, du coup, ça peut mener à des désinvestissements militants où en fait, tu craques et tu lâches l'affaire. Et ça peut mener des sentiments de culpabilisation parce que tu dis, j'ai lâché parce qu'il y avait quelques personnes avec qui je m'entendais pas et que ça n'allait pas. Mais en fait, la lutte est toujours aussi importante et on en a toujours besoin. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi, pour pouvoir mener la lutte efficacement, penser à son propre bien-être et déjà pouvoir toi continuer à le faire. C'est-à-dire que si ça te coûte ta santé mentale que de te pointer aux réunions parce que t'es avec des gens que tu détestes, c'est pas possible. Tu vas pas tenir. Salut Noctama Sky. Salut notamment, salut à tous et toutes celles qui arrivent. Oui, j'ai vu que le livre était court, mais en fait je lis tellement de trucs là, c'est terrible. Je continue. Donc, c'est les rétributions du militantisme. Voilà. C'est ce qu'ont réalisé Aïssetou et les autres grévistes. À force de se retrouver tous les matins pour interpeller leurs patrons et les voyageurs, ils ont enfin pu se découvrir et devenir plus que des collègues, de véritables amis pour certaines. Sans parler du fait que de pouvoir relever la tête. Aïssetou n'oubliera jamais la fierté dans le regard de sa fille quand elle a vu sa photo dans le journal avec un porte-voix à la main. Et ça, c'est bien une chose que les non-grévistes ne pourront pas connaître. Ça, c'est hyper intéressant. Ça donne envie de chialer, c'est terrible, donc j'enchaîne, c'est terrible. Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, quand vous regardez les mobilisations sociales de gens qui sont pas forcément syndiqués ou militants à la base, quand ils commencent à rentrer en lutte alors qu'ils sont pas militants et qu'ils ont pas l'habitude, souvent, c'est pour des questions de dignité humaine. C'est-à-dire que oui, ils demandent de meilleurs salaires, enfin voilà, il y a des demandes très matérielles du style nos conditions de travail sont dégueulasses, mais souvent c'est juste notre travail n'est pas reconnu en tant que tel, ça se matérialise par nos conditions de travail, mais en fait, juste, il n'y a pas de dignité dans ce qu'on fait, et vous nous crachez à la gueule, et ça, il y a vraiment un truc comme ça qui fait que les gens sont poussés à la lutte, c'est le côté, vous ne nous reconnaissez même pas qu'on est des humains, et que ce qu'on fait mérite d'être reconnu. Ah, ceux qui sont juste là pour la rétribution. Ouais, bah ça, il faut les exclure et c'est très compliqué en général. Je sais pas trop si on peut parler de double passager clandestin par contre. Tartiraclette. Mince, attendez. J'ai fermé mon bouchon. Là, en l'occurrence, c'est une mobilisation soutenue par les syndicats. Oui, mais je donnais cet exemple-là. Salut JB Pianiste. Les raisons structurelles de l'engagement. Comment se mobilise-t-on de ces faits? Je sais pas, c'est failli, je sais pas comment ça se dit. Je l'ai déjà lu, mais je sais pas comment ça se dit. Ouais, c'est intéressant. C'est le loup blanc. Qu'est-ce qu'il raconte? Le manque de reconnaissance, ça fait mal, c'est clair. C'est clair. Je continue. La rébellion naît-elle du mécontentement? Ah bah voilà. Parfait. Merci Godzilla pour le prime et pour les 1 an. Incroyable. Merci beaucoup pour les 1 an de soutien, Godzilla. Des bisous petit quadraton ou petite quadraton, merci. Merci, merci. Alors, donc, la rébellion naît-elle du mécontentement? Donc pourquoi est-ce qu'on se mobilise, j'imagine? Est-ce seulement quand on n'est pas content qu'on se met à protester? La situation économique et sociale vécue par les participants au mouvement des Gilets jaunes n'avait pas connu d'énormes changements à l'automne 2018 lorsque celui-ci a commencé. Alors comment comprendre que leur révolte soit née à ce moment plutôt qu'à un autre? Simple affaire de hausse des prix des carburants? Et ceux qui n'ont jamais enfilé de gilets jaunes, est-ce qu'ils étaient satisfaits de l'ordre des choses? Au début du mouvement, pas moins de 85% des Français les trouvaient justifiés d'après les sondages, contre 70% en 2010 lors de la lutte contre la réforme des retraites. On peut bien sûr douter de la fiabilité des sondages, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas 85% de la population qui sont venus sur un rond-point, vêtus d'un gilet jaune, ou même qui l'ont posé en évidence derrière leur pare-brise.
Ce ne sont pas 70% des salariés qui ont fait grève, ou sont allés en manifestation pour défendre les retraites. De l'adhésion ou du sentiment d'injustice à l'action collective, il y a donc un pas que tous ne franchissent pas. C'est pourquoi, pour expliquer l'émergence d'un mouvement social, invoquer le mécontentement ou la frustration comme le font certains ne suffit pas. John McCarthy et Meyer Zalt ont ainsi proposé avec d'autres, dans les années 70 et 60, une autre théorie pour expliquer les phénomènes protestataires, celle de la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources est le nom d'une théorie sociologique qui s'intéresse aux processus par lesquels les protestataires construisent leur lutte en rassemblant des ressources. Celles-ci peuvent être matérielles, équipements, argent, humaines, militants et réseaux, ou symboliques, connaissance d'un sujet, autorité pour s'exprimer dessus. Ces sociologues font remarquer qu'il y a toujours un certain niveau de mécontentement dans une société, mais qu'il n'y a pas toujours des mouvements contestataires. Et le mécontentement vient même parfois après le travail de mobilisation, quand les organisateurs d'un mouvement social ont réussi à faire partager les revendications et les griefs. Ça, c'est typiquement le mouvement des carrés rouges au Québec, en 2012, quand en fait, il y a eu une hausse des frais de scolarité, donc les étudiants ont commencé à se mobiliser contre ça, et ils ont réussi à créer un mouvement collectif en demandant que juste l'université soit gratuite. Bon, ils n'ont pas obtenu, évidemment, hein, mais les carrés rouges, c'était ça. À la base, c'est parti d'un mouvement contre quelque chose, et qui a demandé beaucoup plus, et qui a eu un soutien populaire beaucoup plus grand, et qui s'est politisé sur le moment de la mobilisation, en fait. C'était pas prévu à l'avance. Syndicalistes et militants passent ainsi du temps à éplucher, à analyser et à traduire en des mots d'ordre plus facile, à s'approprier des projets gouvernementaux ou patronaux qui ne suscitent pas par eux-mêmes la colère parce qu'ils sont présentés de façon complexe ou sous un jour favorable. Ça, c'est vraiment important, ça veut dire qu'il y a un énorme travail de com à faire parce que le discours gouvernementaux, la manière dont ils sont présentés, soit tu comprends pas, soit parce que c'est compliqué, juste, soit on t'explique pas à quel point ça peut être la merde pour soi, et c'est présenté sur un joli jour, notamment dans les médias traditionnels. Voilà, il faut traduire des colères en discours politiques aussi, ouais. Mais il faut aussi traduire les discours politiques pour qu'ils puissent générer de la colère. C'est dans les deux sens. Une révolte naît donc de la combinaison imprévisible de multiples causes. Si l'on était capable d'en fixer une liste définitive, les manuels de stratégie révolutionnaire se vendraient comme des petits pains. Ah oui, donc on est incapable de prédire ce qui mène à une mobilisation de manière exhaustive. Par contre, on peut ressortir des combinaisons et des causes. Voilà. Donc les causes tiennent autant à ceux et celles qui font et qui protestent, qu'aux réactions de leurs adversaires et à l'environnement politique. Donc ça dépend qui mène la lutte, comment réagissent ceux qui sont le camp adverse, et le contexte politique à ce moment-là. La théorie de la mobilisation des ressources souligne en tout cas que la question de comment les révoltés construisent leur révolte est plus éclairante que la question du pourquoi ils disent s'être révoltés. En effet, 1000 raisons de contester n'aboutiront pas à un mouvement social si on ne sait pas comment s'y prendre. Celles et ceux qui parviennent sont celles et ceux qui s'organisent pour se mobiliser. Ils se rassemblent, ils mettent en commun des ressources, du matériel, des locaux, de l'argent, des personnes. En nombre. En s'appuyant sur des réseaux militants ou sur d'autres cercles de sociabilité. Bon, les gilets jaunes, c'était ça. C'est pas forcément des militants. Les amis, les voisins, les collègues de travail, les compagnons de loisirs. Ils mobilisent aussi des savoir-faire, notamment des modes d'action utilisables. Ce que l'historien Charles Tilly appelle le répertoire contestataire d'un groupe. C'est comment tu te mobilises. C'est les modes d'action, en gros. Est-ce que tu vas faire plutôt des pétitions parce que t'es une association de parents d'élèves et t'as décidé d'aller faire chier Ségolène Royal à la région parce qu'elle fait n'importe quoi et que les manuels scolaires devraient être gratuits, par exemple. Est-ce que tu veux faire une action sur les ronds-points, occuper les ronds-points, faire la grève, etc. Donc ça va dépendre du groupe social qu'il fait et quels moyens ils peuvent utiliser pour mener la lutte. C'est aussi le rôle des assos et des partis de politiser les affects. Oui, c'est pour ça qu'on les a vus juste avant. En fait, on est passé par les représentants dans les chapitres d'avant, et là, on passe plus à la base, parce qu'en fait, on a vu que les représentants, ça devait être le rôle des partis politiques, ne sont plus capables, parce que c'est plus leur rôle, enfin, ça devrait être leur rôle, mais ce ne l'est plus de manière efficace que de traduire les comportements, ce que vivent les gens en travail politique. Ils ne font plus. Leur but, ils sont maintenant électoralistes, c'est de se faire élire et basta. Donc du coup, comme on est dans ce cadre-là,
bah du coup ça va plus passer par le monde associatif ou alors plus par des mouvements comme les Gilets jaunes qui n'ont pas forcément de structure autour d'eux, quoi. Salut Captain Igloo. Je continue. Ces modes d'action sont relativement accessibles. Les Gilets jaunes, qui pour beaucoup n'avaient pas cette expérience, ont vite appris. Néanmoins, une chose en apparence aussi simple que de descendre dans la rue demande que des participants sachent communiquer le rendez-vous et éventuellement déposer un trajet en préfecture, organiser le cortège, le protéger des voitures et des forces de police. Paradoxalement, ce sont donc pas les plus démunis qui ont le plus de chances de se mobiliser. Mais ça, c'est pas paradoxal. Hein. Mais oui. Parce que les plus démunis, au final, risquent beaucoup trop à se mobiliser en plus. Si on pense par exemple aux gens qui n'ont pas de papier, les sans-papiers, les mobilisations de sans-papiers, si elles sont pas soutenues par le monde associatif, c'est foutu, quoi. Parce que le risque de se faire arrêter est tellement énorme. La faute aux organisations ? Point d'interrogation. Charles-Édouard, c'est pas une blague, Charles-Édouard s'occupe d'une émission politique sur la chaîne d'information en continu. Le 17 novembre 2018, acte 1 des Gilets jaunes, son diagnostic est sans appel. Si ce mouvement connaît un tel succès, c'est qu'il s'est construit indépendamment des organisations, des partis politiques, des syndicats, des associations. Totalement ringarde et incapable de relayer les colères. Le 24 novembre, acte 2, Charles-Édouard est sidéré par les scènes de violence qui ont tourné en boucle sur sa chaîne. Aujourd'hui, il regrette l'absence d'organisation, qui pourrait canaliser la mobilisation. 1er décembre, acte 3. Rien ne va plus pour Charles-Édouard. Est-on à l'aube d'une révolution ? Comment comprendre ce qui ressemble selon lui à une insurrection ou à une guérilla urbaine ? C'est sans doute à son avis que les organisations extrémistes ont infiltré les Gilets jaunes et ont semé le chaos. Mais alors Charles-Édouard, les organisations pour ou contre ? On dirait que ça a été écrit pour être dit à l'oral. C'est incroyable, on dirait une chronique à dire à l'oral, quoi, ce passage. Les organisations sont-elles des freins ou des appuis aux révoltes ? Servent-elles à étouffer la protestation ou à créer le désordre ? C'est comme cela t'arrange, selon ta cible du moment, Charles-Édouard. Le syndicat contestataire, le gilet jaune qui manifeste pas comme il faut, le parti opposé à tes convictions. La plupart des sociologues se méfient des analyses comme celle de Charles-Édouard. McCarthy et Zald, déjà évoqués, ont montré également que les organisations sont très utiles aux protestataires. Elles permettent en effet de mutualiser les ressources. Elles ont des machines pour imprimer des tracts, de l'argent pour acheter du papier, des mégaphones pour faire entendre sa voix, des salles pour se réunir, des contacts dans les médias. Un autre sociologue, Doug McAdam, a étudié les militants qui défendaient, dans les années 60, les droits des Noirs américains. Persécutés par les racistes, ils tenaient bon grâce à la solidarité nouée, notamment avec des organisations. Analysant pour sa part les mouvements féministes, Verta Taylor a quant à elle montré comment des organisations faisaient vivre la mémoire des luttes entre deux périodes de contestation, évitant de repartir de zéro à chaque fois. Ça, c'est vraiment important. C'est parce qu'en fait, si t'as des gens qui sont pas formés sur comment mener la lutte, qui se mettent à mener la lutte, ils vont perdre énormément de temps à juste accumuler les ressources pour pouvoir mener la lutte et le savoir-faire. Donc du coup, si t'as des gens qui ont une mémoire comme ça parce qu'ils l'ont vécu, eh bien ça peut juste aider à construire la chose, quoi. La plupart des sociologues se méfient de Charles-Édouard. J'adore. C'était beaucoup trop drôle la manière dont c'était écrit. Une révolte spontanée, sans organisation qui la prépare, ni militants expérimentés qui transmettent des savoir-faire, est donc très improbable, sans toutefois être impossible. Plus les personnes qui ont intérêt à contester sont éloignées des organisations qu'ils disent représenter, plus les chances sont faibles qu'une révolte survienne. Alors c'est hyper intéressant parce que en ce moment je suis en train de préparer un cours sur mai juin 68 et ce qui est trop intéressant c'est que à l'intérieur des usines, les ouvriers qui ont mené la lutte en mai juin 68, c'est tu gueules, bah évidemment que je gueule. Je suis à fond. Écoute, tu peux aller voir sur l'entièreté des streams du Twitch Game où les gens sont calmes hein, si ça t'intéresse. Insupportable. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, du coup en fait c'est intéressant parce que les ouvriers qui dans les usines ont réussi à mener la lutte et qui ont rejoint le mouvement à la base étudiant de mai-juin 68, sont des ouvriers qui étaient soit des ouvriers spécialisés, donc des jeunes, je suis impliquée exactement, c'est des jeunes en fait qui avaient des diplômes, notamment un CAP ou un bac, donc qui étaient diplômés,
et qui étaient à des postes sous-qualifiés pour eux, énormément sous-payés. Il y avait aussi des femmes et il y avait aussi des ouvriers issus de l'immigration. Et en fait, c'est des personnes qui n'étaient pas bien insérées dans l'usine et qui ne faisaient pas partie des groupes syndicaux. Et c'est eux qui ont mené la lutte, en majorité. Et c'est eux qui ont mené la lutte de manière beaucoup plus radicale. Parce qu'en fait, comme ils n'avaient pas ce savoir-faire syndical et ils ne voulaient pas passer par la négociation, parce qu'à l'intérieur de l'usine, ils voyaient qu'il y avait un problème de hiérarchie avec des petits chefs qui leur imposent des choses, etc. Et donc du coup, eux ne voulaient pas discuter avec le patronat. Donc on s'est retrouvés à mai-juin 68 avec un truc que les organisations ont essayé de cadrer après, mais le feu, on va dire, est parti de la base et de gens qui n'en pouvaient plus et qui ont mené la lutte comme ils pouvaient avec des occupations, avec des séquestrations de patrons, etc. Donc c'était beaucoup plus violent que la lutte syndicale qu'il y avait à l'époque. Et de toute façon, le congrès de Grenelle, voilà. 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 Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez des militants expérimentés qui ont rejoint les ouvriers. Vous avez notamment des étudiants maoïstes, etc., qui ont rejoint les ouvriers pour essayer de cadrer la lutte et de les soutenir. Mais ça vient après coup. C'est-à-dire que la colère est venue à la base et la manière dont c'est structuré le truc venait de la base, quoi, qui n'en pouvait plus. Je donne des cours, hein, Baptiste. Je donne des cours à la fac. Je suis chargée de t'aider, en fait. Il y avait des Mao et des trotskistes qui étaient contre les syndicats. Ouais, aussi. Si ça vous intéresse, mais le problème c'est que je sais pas s'il est encore disponible sur internet, mais moi j'avais téléchargé un documentaire qui s'appelle Reprise. Je vous montre la couverture. Qui est un documentaire qui dure 3 heures sur une usine de piles. Terrible. Ça vend pas du rêve comme ça. Hop. Reprise, Voyage au cœur de la classe ouvrière. C'est un film documentaire réalisé par Hervé Leroux. Et le principe, c'est d'essayer de retrouver des militantes, des ouvrières qui ont mené la lutte en 68 dans une usine de piles. Wonder. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, ça dure 3 heures. Hein. Ça, c'est pas une blague. Hein. Ça dure vraiment 3 heures. Je sais pas s'il y a des images. Il y a des images, voilà. Ça, c'est la couverture avec la pile. Cette femme qui crie, elle dit qu'elle ne foutra plus les pieds dans cette tôle. Et voilà, c'est ça les images. Sans... Il y a le livre de Robert Linhart établi. Ouais, ça, c'est dans les lectures obligatoires pour le cours sur 68. C'est dans celui-là qu'il y a un extrait incroyable d'une ouvrière qui dit qu'elle veut plus retourner à l'usine. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est génial avec ce film, c'est que tu vois que celles et ceux qui ont mené la lutte comprennent pas forcément tous les enjeux. Et qu'il y a des syndicalistes qui viennent t'expliquer qu'il n'y avait pas de syndicats dans ces usines-là et que c'était super dur de savoir ce qui se passait à l'intérieur et comment faire quoi que ce soit dedans. Je sais pas, je suis pas historienne, Shadok. Je sais pas du tout. Ah, il y a une conf de Michel Zaccarini-Fournel. C'est vrai? Sur ce film? Je savais pas du tout. Écoutez, moi j'ai vu le film, j'ai fait un travail de master dessus, pour un cours sur le syndicalisme, où j'ai trash-talké les syndicats. Voilà, syndiquez-vous, c'est important, mais là, c'est vrai que il faut savoir faire... Enfin, il faut savoir aussi avoir un recul critique sur ce que peuvent faire aussi les syndicalistes et les syndicats. Ça, c'est clair. Mais tellement intéressant ce film. Tellement génial. Et donc je savais pas que Michel Zaccarini-Fournel avait fait quelque chose là-dessus. Bien sûr, après je la connais, mais j'ai déjà lu ce qu'elle faisait, mais je savais pas qu'elle avait fait quelque chose là-dessus. Salut Kerbin. Il faut savoir terminer une grève. Ah! Il y a vraiment un syndicaliste qui dit ça. Il dit, il faut savoir terminer une grève. C'est terrible quand même. C'est terrible quand même. C'est chaud. Bref, on continue. Je vous termine le chapitre, parce que n'oubliez pas qu'à 20h quand même, on passe sur du Among Meuf. Hein. Alors, donc ça c'est intéressant. Plus les personnes qui ont intérêt à contester sont éloignées des organisations qui disent les représenter, plus les chances sont faibles qu'une révolte survienne. Et c'est bien pour cela que Charles-Édouard ne rate jamais une occasion d'en dire du mal. De dire du mal des organisations, et notamment des syndicats. Charles-Édouard ne rate jamais une occasion d'en dire du mal. Dans ces conditions, un mouvement social s'appuie sur des organisations, mais touche bien au-delà de leurs adhérents.
et des tensions peuvent surgir entre leurs membres, qui ont des idées bien arrêtées sur ce qu'il faut faire, et les autres. Les organisations encadrent les révoltes, et ce faisant, elles limitent parfois l'éventail des possibles. Clairement, ça c'est clair et net. Il y a d'ailleurs des mobilisations qui naissent en dehors d'elles, comme celle des Gilets jaunes. Sans organisation, vraiment? Tout dépend de ce qu'on entend par ce mot. Un groupe institutionnalisé, durable, ou le simple fait de se coordonner entre contestataires. Jo Freeman, féministe américaine, a montré qu'une lutte est toujours organisée, même si sa structure n'est pas forcément formalisée explicitement. Les Gilets jaunes se sont bien retrouvés sur des ronds-points et ont forgé leur propre mode d'organisation. Alors, les organisations pour ou contre? Faux débat. Il y a une variété de formes d'organisation qui, selon les contextes, divisent et excluent, ou au contraire, parviennent à rassembler. Ça, c'est trop intéressant, c'est parce qu'en fait, même s'il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'organisation institutionnelle à l'intérieur des mouvements sociaux, les mouvements sociaux sont quand même organisés et structurés. Merci Griffin. Merci beaucoup. Ouais, bah c'était clairement pas lucide à l'époque, en tout cas, Shadowco. Hein. C'est qui Charles-Édouard? C'est, alors, de ce que j'ai compris, c'est le mec, un mec sur BFM. Charles-Édouard s'occupe d'une émission politique sur une chaîne d'information en continu. C'est BFM ou CNews, je pense. Salut Spirio. Alors, morale de l'histoire. Bien des gens auraient plus intérêt à se révolter qu'à préserver l'ordre social, économique et politique existant. Pourtant, la domination se perpétue sous l'effet de multiples contraintes et de mécanismes par lesquels elle se rend légitime. C'est aussi qu'il n'est pas facile de se mobiliser. Ils sont sans doute nombreux, ceux qui voudraient bien que ça change, mais, isolés, ils ne savent pas à quelle porte frapper pour s'allier à d'autres. Par quoi commencer pour se faire entendre? Ou n'osent pas prendre d'initiative? On ne les a pas habitués à penser que leur action pourrait changer les choses. J'ai envie de chialer. Protester, cela s'apprend. Mais contrairement à beaucoup d'autres activités, cela s'apprend vite et en le faisant. C'est terrible. C'est trop intéressant qu'ils aient fait ça, mais c'est ouf. C'est terrible. Mais c'est vrai. En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où on a des espaces collectifs pour prendre la parole et se mobiliser, ça change tout, en fait. Et ça passe pas forcément par des syndicats, ça peut passer par des collectifs, mais bon. Terrible. Dans les lectures recommandées, il y en a un que j'ai lu, et donc du coup je peux vous recommander parce que c'est vraiment intéressant, c'est Sophie Bérou. C'est un ouvrage collectif, mais Sophie Bérou est la directrice de cet ouvrage. C'est La lutte continue, les conflits du travail dans la France contemporaine. C'est sorti en 2008, ça parle beaucoup de Sarkozy du coup... Et voilà, mais c'est quand même assez intéressant. La lutte continue, parce que en gros on nous explique qu'il n'y a plus de classe ouvrière et que les gens mènent plus vraiment la lutte, et pourtant on les entend partout dans les médias dire que les Français sont que des sales grévistes et tout. Et donc du coup elle reprend tout ça et elle explique ce qui se passe encore dans le monde de l'entreprise en France. Donc c'est plutôt pas mal. Et sinon vous avez un truc hyper intéressant aussi de Timothy Tackett, Par la volonté du peuple, comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires. Donc là, c'est pas du tout la même période, mais c'est trop intéressant aussi. Voilà. Et sinon, vous avez évidemment Boris Gobigne, mai 68, si vous avez envie de lire sur mai 68. C'est terrible. J'ai lu la quasi-totalité de ce qu'il y a en source. Ah, par contre... Ah, c'est intéressant parce qu'ils ont mis dans Avoir, dans les sources, des documentaires, ils ont mis 120 battements par minute, que j'ai toujours pas vu. Et ils ont mis We Want Sex Equality de Nigel Cole, Mickey Cole. Je sais pas comment ça se dit. En tout cas, ça me donne envie d'aller voir ces films. Fils d'ouvrier, j'arrête pas d'entendre mes parents dire résignés de leurs conditions de travail. Ça sert plus à rien de faire grève. On peut leur répondre quoi face à ça?
Écoute, moi j'ai entendu ma mère me dire des trucs comme ça. En fait, c'est intéressant avec ma mère, c'est qu'elle va dire ça, elle va dire ça sert à rien qu'on le fasse, ça mène à rien. Et après elle dit mais en même temps si tout le monde se dit ça, il va rien se passer. Donc elle fait le cheminement par elle-même, donc elle est de plus en plus vénère. Je pense qu'il n'y aurait pas eu mon père qui flippait pour sa vie à cause de ce qu'on voit à la télé et des CRS. Ma mère aurait été sur les ronds-points. Ma mère était là. Les gilets jaunes. La bourgeoisie a tellement appris aux classes populaires qu'elles n'ont pas de rôle politique. Mais ça, c'était les chapitres précédents. On en parlait, la question de la démocratie et de comprendre qu'on peut faire de la politique, avoir du pouvoir politique, c'est très compliqué. Ça, c'est ce qu'on a lu dans les précédents chapitres, et notamment parce qu'il y a la figure du chef, donc du représentant, à qui on délègue notre pouvoir. Et comme justement, notre pouvoir n'est plus aujourd'hui dans notre mode de société, en tout cas comme on a en France, avec le fait qu'on élit nos représentants, notre pouvoir, il est plus que dans l'urne et dans qui on va élire. Et en fait, on nous dit, après, t'as pas le droit de râler, t'avais qu'à pas voter pour telle personne, etc. Et en fait, on n'a plus de marge de manœuvre une fois que le vote est passé. Et du coup, se réapprendre que si on a un impact et que ce qu'on fait est politique et qu'on peut s'organiser, etc., c'est sur le long terme. Je connais pas du tout, coup pour coup. Très bien. Salut Logan. Ouais, on fait des live lectures de sciences sociales tous les... jeudi à partir de 17h. Bon, il n'y en aura pas la semaine prochaine parce que je déménage, mais sinon voilà. Donc là, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pourquoi si peu de révoltes? Je vous propose de passer à la suite parce que ça a quand même commencé à parler des gilets jaunes. Et donc ça tombe bien parce que c'est le prochain chapitre. Comme c'est là le manuel indocile de sciences sociales, je vous montre le titre si jamais vous voulez voir. Tintintin, manuel indocile de sciences sociales pour des savoirs résistants. Donc là, le prochain chapitre qu'on va lire, c'est sur les gilets jaunes parce que le livre est sorti en 2019. Donc voilà, le mouvement des gilets jaunes, on le rappelle, a commencé en novembre 2018. 538. Hop. Ouais, il est un peu lourd. Il est un peu lourd, on continue. Les femmes gilets jaunes, révolte de classe, transgression de genre, histoire longue. C'est écrit par Fanny Gallo, qui est historienne à l'université Paris-Est-Créteil. Je ne pars plus en vacances. J'ai des dents à me faire soigner. Je ne peux pas. J'ai des lunettes à faire, je ne peux pas non plus. Et les vêtements, ça fait longtemps que j'en achète plus. C'est dur. J'étais assistante. J'ai été dépassée par un nouveau système informatique. J'ai décroché. Mais, passé 50 ans, je n'ai pas pu retrouver de travail. L'avenir, je le vois en noir. Sylvie, 58 ans. De Nemours. Moi, je pense que l'argent, les riches en ont. Il faut donc que le gouvernement aille le chercher. Isabelle, 66 ans, Toulouse. Dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, les femmes sont présentes sur les ronds-points, dans les manifestations et apparaissent régulièrement dans les médias. Merci Black Lizardaire pour les 5 mois de soutien. Incroyable, les femmes sont présentes également sur ce stream. Incroyable, merci. Merci Black Lizardaire. Dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, les femmes sont présentes sur les ronds-points, dans les manifestations et apparaissent régulièrement dans les médias. Plusieurs figures ont ainsi émergé, telles que, entre autres, Priscilla Ludowski, qui a été à l'initiative d'une pétition contre l'augmentation d'une taxe sur le carburant, laquelle a recueilli près d'1 million de signatures, ou Ingrid Levavasseur, indiquant qu'elle n'aurait pas les moyens d'offrir des cadeaux à ses enfants pour Noël, ou bien encore Sophie Tissier au printemps 2019. Cependant, elles disparaissent relativement rapidement du paysage médiatique, voire sont reniées par le mouvement. Quoi qu'il en soit, la participation des femmes surprend et est déterminante dans l'appréciation de ce dernier. Leur présence massive a renforcé sa popularité. Quelle place ont eu les femmes dans les révoltes et comment les femmes ont-elles été traitées? Ça, c'est trop intéressant parce que quand le mouvement des Gilets jaunes est apparu, il y a eu dans les militants traditionnels, il y a eu un vent comme ça où tout le monde s'est dit ah, mais il y a énormément de femmes sur les ronds-points, de femmes en manif. C'est très très dur de mobiliser les femmes de classe populaire et de zones rurales. Et là, elles sont là. Incroyable. Et incroyable de voir que, en gros, ce que les militants traditionnels n'arrivent pas à faire a réussi là, dans le cadre des mobilisations des Gilets jaunes. Terrible. Attendez, j'enlève une notif. Voilà. Oui, je parle dernièrement, évidemment. Je parle pas de... Évidemment que les femmes participent à des luttes sociales. Évidemment. On est d'accord. Je suis perdue. J'ai cliqué partout. C'est bon.
Les femmes dans les mobilisations, une nouveauté. Ah bah voilà, ils vont peut-être nous répondre. Vous avez anticipé, encore une fois, vous avez anticipé. En réalité, la participation des femmes dans les grèves et dans les mouvements sociaux n'a rien de nouveau. En particulier, lorsque les revendications dénoncent la vie chère. Dès le XVIIIe siècle, elles sont partie prenante des révoltes, que celles-ci soient frumentaires, le prix du pain trop élevé, ou antifiscales, taxes et impôts trop élevés. Elles peuvent alors prendre le devant de la scène, exhorter les hommes à les suivre. L'historienne Arlette Fargue revient ainsi sur le rôle joué par les émeutières dès le XVIIIe siècle. C'est dans Histoire des femmes, qui est sorti en 91. Elle montre qu'elles se trouvent souvent jugées par les hommes lorsqu'elles manifestent ou lorsqu'elles font grève. Et qu'elles soient à l'initiative de la lutte ou simplement partie prenante. Ah oui, d'accord. Donc elles se font juger si elles sont à l'initiative, mais même si juste elles y participent. Il a dit quoi, Castex, en direct? Je suis désolée, hein. Je vous avoue, là, on est dans les femmes gilets jaunes. Ça me convient beaucoup mieux que d'aller regarder la tronche à Castex. C'était ouf les moments où on a eu les gilets jaunes sur les plateaux télé, les experts habituels étaient désemparés. Bah normal, il n'y avait pas de représentant. En gros, on ne change rien. Bon, je vais pouvoir déménager au moins. Il a dit ça continue pareil. D'accord. Merci. On a bien fait de pas regarder du coup. Alors, les femmes se retrouvent jugées par les hommes lorsqu'elles manifestent ou elles font grève, et ce, qu'elles soient à l'initiative de la lutte ou simplement partie prenante. Au fond, cette participation des femmes aux révoltes des classes populaires constitue une transgression des normes de genre. C'est pourquoi elles peuvent être critiquées, voire discréditées, ce qui a été le cas à de nombreuses reprises dans l'histoire. En octobre 1789, elles s'assemblent contre la cherté du pain et marchent jusqu'à Versailles pour interpeller le monarque. Elles ramènent à Paris le boulanger, la boulangère et le petit mitron, qu'elles considèrent comme les garants d'une vie convenable, donc les responsables de leur misère. Plus tard, à la Belle Époque, au tournant du XXe siècle, les femmes des classes populaires demeurent le pivot des mobilisations contre la vie chère, les conditions de travail et les bas salaires, comme le montre l'historienne Anaïs Albert. C'est le cas des midinettes en 1917. Je sais pas pourquoi je voulais inverser les chiffres. 1917. En effet, la consommation des ménages populaires leur incombe, et l'approvisionnement du ménage constitue une part importante du travail domestique qu'elles ont à fournir. Pendant la Première Guerre mondiale, les petites mains de la couture parisienne se lancent dans une grève qui fait tache d'huile. Quelques jours plus tard, ce sont les munitionnettes, fabricantes d'armes, qui entrent en grève pour des salaires et des conditions de travail, avec le slogan « À bas la guerre, vive la grève, rendez-nous nos maris !» Ces révoltes ne sont pas simplement spontanées et spasmodiques, et ce, à titre non digne d'être entendu. Donc en gros, elle disait que si c'était des révoltes spontanées et vraiment qui arrivaient juste de temps en temps comme ça, elles seraient pas forcément dignes d'être entendues, parce qu'au final, c'est un truc minoritaire. Elle dit là, c'est pas le cas. Leur rationalité spécifique a été au contraire mise à jour par l'historien Edward Palmer Thompson, à propos de la classe ouvrière en formation en Angleterre. Outre la pauvreté, c'est le sentiment d'injustice qui est à l'origine de la mobilisation. C'est ce que je vous disais. C'est l'injustice, la dignité au travail, etc. Terrible. Les organisations de gauche ont souvent été très patriarcales, voire paternalistes. Elles le sont encore, hein. Sans généraliser. Je pense que ça a un impact dans la perception qu'on peut avoir des femmes manifestantes. C'est clair. C'est clair. Je vérifiais que la musique s'était pas barrée, mais c'est bon. Outre la pauvreté, c'est donc le sentiment d'injustice qui est à l'origine de la mobilisation. Ce que l'historien appelle l'économie morale. C'est parce que survient un événement vécu par des acteurs et des actrices comme la rupture d'un contrat social tacite que surgit la mobilisation. Le politiste Samuel Aya a d'ailleurs proposé une analyse du mouvement à l'aide de l'économie morale. Les Gilets jaunes, économie morale et pouvoir, qui est sorti le 5 décembre 2018. D'accord. C'est la hausse de trop sur le prix des pains ou sur les taxes qui fait basculer une situation d'inégalité et de pauvreté pénible, mais habituelle, à une misère insupportable et révoltante. Ouais, c'est la goutte d'eau, quoi. C'est la goutte d'eau. Aya Twip, je sais pas pourquoi j'ai dit Aya. En plus, je le sais, je le connais, je le regarde, donc je sais pas pourquoi. Terrible. Terrible. C'est la hausse de trop sur le prix du pain ou sur les taxes qui fait basculer d'une situation d'inégalité et de pauvreté pénible mais habituelle à une misère insupportable et révoltante. Dans les années 70, les ouvrières en grève mettent en avant la dignité au travail. Le plus insupportable pour elles, ce n'est pas l'exploitation habituelle du capitalisme,
le contrat inégal entre employeur et employé, mais la rupture des clauses implicites de ce contrat lorsqu'elle se trouve humiliée, rabaissée au quotidien par des petits chefs, victime du mépris de la hiérarchie. Au-delà des revendications salariales ou liées à l'organisation du travail, la dignité de la reconnaissance constitue donc un point essentiel de leur lutte d'alors, où sont mises en jeu les frontières du juste et de l'injustice. Ça, c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, l'exploitation habituelle du capitalisme, il n'est pas forcément remis en cause, mais c'est le fait que même cette exploitation-là n'est pas respectée. C'est-à-dire que là, ton contrat que t'avais, ton contrat de travail et tout, qui est déjà daubé, était déjà sous-payé, même ça, il est pas respecté. Et ça, c'est le truc en trop, quoi. Incroyable. Quelle visibilité pour les mobilisations de femmes. Pourtant, dans l'histoire des luttes mixtes, et dans une période plus récente, les femmes furent reléguées au rang de témoins. Pour se rendre compte... oui. Oui, non mais je suis en train de sauter des lignes, hein, c'est scandaleux. Salut Faïzia. L'organisation et la stratégie de la mobilisation étant principalement prises en charge par des hommes syndicalistes. Voilà. Si elles sont partie prenante des luttes et sollicitées par les médias pour rendre compte de ce qu'elles vivent au quotidien, dans l'usine par exemple, ce sont des hommes syndicalistes qui se réunissent avec la direction et négocient. Elles racontent leur quotidien quand ils réfléchissent aux possibilités offertes par le conflit. Oh, c'est terrible. Il y en a qui font de la stratégie, quoi. Dans toutes les mobilisations sociales de la période récente, l'implication des femmes est également forte. Et pourtant, à chaque fois, elle surprend les médias. Entre autres, leur mise en mouvement apparaît toujours comme une nouveauté, qui pourtant ne l'est pas. Leur présence est alors comprise comme le signe d'une mobilisation exceptionnelle. Si même les femmes s'y mettent, alors... En réalité, ce qui mérite l'étonnement, c'est qu'on oublie constamment leur participation. Leur invisibilisation rétrospective s'explique par la transgression de genre que représente leur participation à une lutte collective. Car elles ne sont pas censées occuper l'espace public. Ce n'est pas leur rôle. Ça, c'est vraiment important. Je vais mettre un petit point d'exclamation. Il est bien ce chapitre, hein. Non, mais c'est pas que les femmes agissent, c'est que les femmes agissent dans l'espace public. Et elles sont présentes dans l'espace public. C'est ça le problème, en fait. C'est que c'est pas leur place, l'espace public. Et c'est ce qu'on expliquait, le fait que même quand tu te déplaces dans la rue, tu vas d'un point A à un point B, tu vas faire tes courses, tu vas aux études, tu vas au travail, etc. Mais d'utiliser l'espace public et tu vois, une femme qui est seule sur un banc et qui attend, et qui est là avec ses copines ou quoi, très vite, il y a des rappels à l'ordre, quoi. Pourtant, les femmes se sont mobilisées de manière décisive depuis plusieurs années. Avec des grèves majoritairement féminines dans le secteur de la santé, ou encore dans celui du nettoyage, où elles dénoncent leurs conditions de travail. À l'automne 2017, les salariés d'Honnête, entreprise de nettoyage, effectuent plusieurs dizaines de jours de grève pour dénoncer leurs conditions de travail dans les gares. Tandis que celles de Holiday Inn se mobilisent contre les cadences infernales. Récemment, la grève victorieuse des femmes du ménage de l'hôtel de luxe Park Hyatt Vendôme a permis de rendre visible non seulement leur travail, mais également les conditions dans lesquelles il était accompli, du fait de la division sexuée, mais également raciale du travail. Car ce sont principalement des femmes considérées comme non blanches qui sont embauchées pour effectuer ce type de travail. Alors, je connais pas du tout le nom de l'hôtel, c'est la première fois que je le vois, mais évidemment je connais cette grève, mais c'est terrible. J'ai du mal avec les noms, hein, c'est horrible. Un épisode sur les couilles sur la table qui en parle d'un point de vue géographique. Ah ouais? Il y a un truc sur ça? Je pense pas l'avoir vu celui-là. D'un point de vue géographique, ça me dit rien. Ces gens qui veulent être payés, quelle bande de matérialistes, ils peuvent pas juste vivre d'amour et d'eau fraîche. Ah, de toute façon, ils ont qu'à traverser la rue s'ils veulent un autre travail. C'est-à-dire que si t'es pas content de tes conditions de travail, pourquoi tu te mets en grève? Tu fais chier tout le monde. Tu n'as qu'à démissionner et prendre un autre job. Voilà. Ça, c'est le vrai discours de droite, qui est réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent vraiment ça. Comme si, évidemment, tu pouvais retrouver un job comme ça en traversant la rue, quoi. Désolée, je tousse. Elles étaient payées à la chambre, ouais. Ah, un géographe qui parle d'urbanisme et d'aménagement, d'accord. Mais clairement, la ville est masculine, oui. Je connais l'hôtel, c'est un gros truc de luxe. J'ai traduit la doc technique de chez eux pour leur passage aux normes écologiques il y a 7 ou 8 ans. Oui, d'accord. Pas forcément, Sirakoun. Pas forcément. T'as des gens qui ont mon âge et qui
qui vont te dire t'as qu'à changer de boulot et voilà. T'es familière avec la notion de misogynoire? Oui, tout à fait. Salut Rio. Mais je pense qu'on en parlera quand on parlera d'intersectionnalité la prochaine fois. Je pense que ça sera expliqué peut-être. On verra. Les raisons de la colère. Avec les gilets jaunes, l'implication des femmes est pour partie liée à leur prise en charge du travail domestique. Un travail gratuit, réalisé pour l'essentiel par des femmes, même si les ressorts de leur mouvement ne s'y réduisent pas. C'est toujours à elles qu'il en revient de joindre les deux bouts dans le ménage et de la famille, dans le cadre du ménage et de la famille. Dans un contexte qui rend impossible la réalisation de cette tâche pour nombre d'entre elles, la mobilisation permet de faire apparaître dans l'espace public ce qui restait dans la sphère privée. Merci beaucoup Fianzouk pour le sub offert. Merci pour le sub offert à l'œil avisé, merci énormément. Terrible. Dans un contexte qui rend impossible la réalisation de cette tâche pour nombre d'entre elles, la mobilisation permet de faire apparaître dans l'espace public ce qui restait dans la sphère privée. Si beaucoup n'y parviennent plus, c'est bien que les problèmes vécus généralement comme personnels ont des causes sociales, que le privé est politique. En outre, certaines femmes impliquées dans le mouvement travaillent dans des métiers de service à la personne, où les formes d'organisation et de mobilisation collective, dans et par le travail, sont difficiles à mettre en œuvre. Se mobiliser avec les gilets jaunes, c'est faire apparaître en pleine lumière et politiser leurs difficiles conditions de travail et d'existence. C'est d'ailleurs ce dont rendent compte les premiers résultats publiés par une enquête en cours sur les gilets jaunes. Gilets jaunes, une enquête pionnière sur la révolte des revenus modestes. Beaucoup d'entre elles sont aides-soignantes ou encore aides à domicile. Certaines, en nombre non négligeable, élèvent seules leurs enfants. Et c'est également pour ce type de raisons, liées à la consommation, aux difficultés à nourrir leur famille, que ces femmes se sont mises en mouvement contre la vie chère dans l'histoire. Mais d'autres raisons ont pu les y conduire dans le cadre du travail professionnel, ce qui n'a pas forcément de lien direct avec ce qui se joue dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. La reconnaissance de leur qualification professionnelle constitue un enjeu majeur des mobilisations des femmes. En effet, dans de nombreux métiers, qu'il s'agisse de l'industrie ou du service à la personne, on considère que les femmes sont naturellement aptes à réaliser certaines tâches, et que, de ce fait, il ne s'agit pas d'une qualification. Elles sont donc, par le biais de cette naturalisation des compétences, déqualifiées et sous-payées. De nombreuses grèves de femmes proviennent du fait d'une revendication de la reconnaissance de leur qualification. Comme ce fut le cas des infirmières en 1988, étudié par la sociologue Danielle Kergoat. Putain, mais je suis sûre que je la connais, je sais pas comment ça se prononce encore. Se battre, disent-elles, la dispute Paris. Non, je pense pas que je la connaisse, elle. Je vais le noter, ça a l'air trop intéressant. Des mobilisations d'infirmières pour faire reconnaître leurs compétences. Ça a l'air trop bien. Ce sketch, de quoi? C'est K-E-R-G-O-A-T. Mais je trouve ça trop intéressant, en fait. C'est que comme s'occuper des enfants, prendre soin des gens, faire des soins, etc., c'est... Toi, tu poses pas de diagnostic en tant qu'infirmière, par exemple. Tu vas prendre soin d'eux. C'est les jobs, on appelle ça du care. Ah, mais c'est pour ça que je la connais. Parce que Panda a fait son live lecture sur un de ses articles. Mais je ne l'ai jamais lu moi-même. C'était la réflexion que je m'étais faite. C'est pour ça. C'est exactement pour ça. C'est parce que j'ai vu passer le truc, mais non, moi, je l'ai pas lu. C'est ça. Et en fait, ça c'est intéressant parce que c'est ce job de care, de prendre soin d'eux, c'est des compétences qui sont attribuées aux femmes comme si elles étaient biologiquement bonnes pour ça. Et donc du coup, on les paye pas pour ça. Ou on les paye pas cher parce qu'on n'a pas besoin. Je veux dire, elles le feraient de base. Ça, c'est incroyable comment ça se construit, quoi. Qu'est-ce qu'on considère comme une compétence ou pas? Compétence professionnelle ou non? Mobilisation féminine ou féministe? Ah. J'ai peur. En janvier 2019, des femmes gilets jaunes ont appelé à des manifestations spécifiquement de femmes, de façon à donner une autre image du mouvement, discrédité par les médias du fait de sa violence, selon elles. Sans élaborer de revendications particulières, à l'exception de quelques groupes mettant en avant le fait que les femmes se retrouvent en première ligne, qu'elles sont précarisées et discriminées, ces manifestations ont finalement relayé celles du mouvement dans son ensemble, en insistant sur le fait qu'elles ne sont pas féministes. Cette question n'est pas nouvelle. Dans Les syndicats à l'épreuve du féminisme, Margaret Maruani rend compte de 4 conflits du travail impliquant des femmes dans les années 70 et pose la question de ce qu'elle appelle un féminisme ouvrier pour parler des femmes qui se réunissent en groupe de femmes,
ces groupes de parole et d'action qui ont constitué la base du mouvement féministe des années 70, sans nécessairement se revendiquer comme féministes. Au fond, il est difficile d'accoler l'étiquette féministe à des femmes qui la récusent. Cependant, en réalité, il est également difficile d'établir là où s'arrête le féminin et là où commence le féminisme. Souvent, des femmes refusent de se dire féministes car elles considèrent que le féminisme est anti-homme ou bourgeois, comme ils l'ont longtemps mis en avant dans les organisations de mouvements ouvriers qui considéraient que le féminisme divise la classe ouvrière. D'autres femmes, de milieux populaires, associent les féministes à des femmes brûlant leur soutien-gorge ou encore promouvant la guerre des sexes qu'elles récusent. Pourtant, dans les années 70, sous la pression du féminisme dit de la deuxième vague, et qui se massifiait, des ouvrières ont repris à leur compte certaines revendications féministes, telles que la dénonciation de la double journée de travail, voire la surexploitation dont elles étaient victimes en tant que femmes. En outre, les relations qu'elles ont forgées entre elles, dans les ateliers, leur ont permis de mettre à distance certaines situations relevant du privé, ce qui a favorisé incontestablement la constitution de collectifs soudés lors des mobilisations. Bon, alors ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il faut qu'on se le dise clairement, on n'a pas besoin de se dire féministe pour l'être. C'est-à-dire que leurs pratiques, intrinsèquement, le sont. Elles sont féministes. Si elles sont capables de te dire qu'elles sont contre la double journée de travail, qu'elles se font surexploiter parce que ce sont des femmes, elles sont beaucoup plus précarisées et discriminées parce que ce sont des femmes, ça c'est un discours féministe. Le problème, c'est que médiatiquement, la manière dont est perçu le féminisme et dont c'est conçu, on le voit soit comme, il disait, un truc bourgeois, soit comme un truc extrémiste, etc., qui est mal perçu. Alors qu'en fait, encore une fois, c'est tout ce discours sur les extrêmes. Voilà. Une espèce d'épouvantail, quoi. D'épouvantail qu'on devrait brûler, le féminisme, etc. Alors qu'en fait, ça, c'est hyper intéressant, c'est que vous avez énormément de femmes qui ont des pratiques féministes sans se revendiquer féministes. Et des fois, tu peux même pas te dire féministe parce que tu sais que tu vas te prendre un backlash, un énorme retour de bâton dans la gueule si tu te dis que t'es féministe. Donc évidemment, des fois, tu ne peux pas te revendiquer féministe, soit parce que toi, tu ne te conçois pas comme féministe parce que tu sais pas ce que c'est, et voilà, soit parce que tu es féministe, mais tu peux juste pas l'exprimer parce que le retour de bâton peut être énorme. Genre moi, par exemple, 18 ans, je retourne chez mes parents, j'ai fait 1 an d'études à la fac et tout, je retourne chez mes parents pour l'été, et je sais pas, j'ai une discussion avec ma mère, et je lui dis « Maman, j'ai fait des mobilisations cette année et tout, je crois que je suis féministe. » Là, ma mère, elle fait « Tu le dis surtout à personne, ok? Ne préviens pas la famille! Ne chut! » Alors, c'est littéralement, genre, elle le savait, tu vois. Elle dit pas « Le féminisme, c'est mal ou quoi ?» C'est juste, on ne peut pas l'être explicitement sans potentiellement se mettre en danger individuellement. Non, c'était même pas « On t'aime quand même, ma fille », c'est... On est féministe et on le sait, mais on ne peut pas le dire. Parce que ça serait trop dangereux de le dire. Ça veut dire que tu te retrouverais isolé dans le milieu du travail, isolé avec ta famille, etc. en fait. Voilà. Non mais je suis à Lyon 2 encore, hein, Baptiste. Ça ne se dit pas ce genre de choses. Ça me rappelle mon enfance dans les réunions ouvrières à la maison avec le mouvement. Ouais, avant les mouvements. Comme argumenter avec des apolitiques sans prononcer le mot communiste. Parce qu'en fait, tu sais qu'il y a des mots qui vont braquer. Et le problème, c'est qu'on se retrouve dépossédé de ces mots-là. En fait, la lutte féministe, t'as plein de femmes qui vont dire « Moi, je suis pas féministe, je suis plutôt humaniste parce que je veux l'égalité, etc. » Le féminisme, c'est pas écraser les hommes. Hein. En aucun cas, ça a été conçu comme ça. Je n'ai pas trouvé de courant comme ça. Il y a plusieurs courants dans le féminisme. Il y a plusieurs manières d'être féministe. Il y a des courants théoriques, mais aussi des associations qui s'inscrivent dans différentes matérialités. Il n'y a pas le féminisme. Ça n'existe pas. C'est les féminismes. Mais vraiment, il y a plusieurs manières d'être féministe. Mais ce côté de le mot féministe, c'est impossible de te l'accoler sans que tu portes un stigmate sur toi. Parce que tu vas te manger le retour de bâton dans la gueule, c'est très très fort. Du coup, il y a énormément de femmes qui savent qu'elles sont discriminées parce qu'elles sont femmes et qui essayent de lutter à leur échelle et tout ça, mais qui ne peuvent pas parfois rejoindre des collectifs parce qu'elles ont peur de cette image de féminisme, parce qu'elles flippent, parce qu'elles savent pas ce que c'est, parce que médiatiquement, et dans le... C'est même pas juste médiatiquement, c'est rentré dans le langage commun que féministe aujourd'hui, c'est féminazie,
c'est tous ces trucs-là, extrémistes, c'est des personnes dangereuses, c'est se mettre contre les hommes, etc. Et tous ces trucs-là. Ça, c'est un fantasme. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est... Voilà. Évidemment qu'il y a des critiques des hommes en tant que classe homme, et ce qu'ils représentent, et ce qu'ils font en tant qu'acte, mais enfin, c'est pas la même chose, quoi. C'est une critique de la société patriarcale, ok, mais c'est pas la même chose. Et donc, ça c'est hyper important, c'est qu'il n'y a pas, faut que vous reteniez vraiment, il n'y a pas non mais il n'y a pas féministe ou féminazi, c'est pas la même chose en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui vont te dire, il y a le bon féminisme et il y a le mauvais féminisme. On va t'expliquer comment lutter, etc. Du style, c'était mieux avant, là les gens ils sont énervés sur les réseaux sociaux, etc. T'as toujours ce discours-là. Ça c'est complètement faux, ok? Depuis des décennies, il y a différents courants dans le féminisme, il y a différentes manières d'agir. Et ça, ce discours-là, on peut le prendre avec la question du féminisme, mais il y a exactement la même chose dans les mouvements sociaux de gauche. C'est-à-dire qu'on va te dire, les syndicats, c'est ok, vous avez le droit de faire une manifestation, c'est ok, mais alors par contre, les casseurs, là, c'est pas la même chose. Il y a manifestants et manifestants, tu vois. Ça, c'est toujours les mêmes discours. C'est toujours les mêmes discours. Alors que, évidemment, dans une manifestation, il n'y a pas des gens qui sont uniformes, qui pensent la même chose. Il y a différentes manières de mener la lutte. Après, tu peux ne pas être d'accord avec certaines manières de mener la lutte, mais en aucun cas, tu peux dire ce que tu fais décrédibilise. Non! Ça décrédibilise pas, c'est juste une autre manière de lutter. Peut-être que toi, tu trouves pas ça crédible. Mais bon. C'est pas gentil d'être méchant, oui, c'est ça. Il y a un siècle, les suffragettes tabassaient les flics avec des techniques de jujutsu. Mais oui, mais Twitter c'est violent, c'est ça. C'est ça. Donc il faut faire vraiment très attention à ce discours-là, qui dit le féminisme à l'ancienne, c'était le vrai féminisme, à l'époque on se battait pour des vraies choses comme le droit de vote, aujourd'hui on se bat pour l'écriture inclusive, je veux dire... paye tes revendications. Voilà, ça ce discours-là, il est extrêmement dangereux, parce qu'il y a plein de personnes qui sont pas politisées qui vont y adhérer, parce qu'elles ne sont pas renseignées. Sauf que c'est un discours qui est maintenu par des gens qui sont anti-féministes et qui sont masculinistes et qui sont proches de l'extrême droite. Qu'on soit clair là-dessus, c'est que c'est des rhétoriques d'extrême droite. Voilà. Maudit imitation. Non mais c'est vrai, il faut vraiment faire attention à ça. Quand vous avez des arguments comme ça qui sortent, on peut se faire un bingo, c'est des trucs qui sortent régulièrement. Il faut vraiment faire attention à ces arguments-là parce qu'en fait, ils ne permettent pas de comprendre ce qui se passe. Ça déplace le débat. Et ça ne permet pas de comprendre les mouvements de femmes. Mais je sais bien qu'il y a plein de gens qui tiennent ce discours juste parce qu'ils sont pas renseignés. C'est pas parce qu'ils sont... parce qu'ils sont masculins ou quoi. C'est juste que c'est un manque de renseignement. Ça, on est d'accord. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est rentrer dans le langage courant. C'est-à-dire que la majorité des personnes, l'écrasante majorité des personnes que je croise, ne vont pas vouloir se revendiquer féministes ou vont imaginer que le féministe est devenu un espèce de truc dangereux. C'est des arguments qui viennent de l'extrême droite à la base et qui sont rentrés dans le langage courant. Et ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Et si on fait pas de travail d'éducation sur ça, je pense que là, on a tout perdu, quoi. Salut Carl Mécréant. La rhétorique d'extrême droite a infusé jusqu'aux personnes qui ne s'intéressent même pas au discours politique. C'est ça. Exactement, c'est ça. Et c'est ça qui fait peur. Donc c'est pour ça qu'il est important d'expliquer aux gens et d'avoir un contre-discours. Donc il y a plusieurs manières d'être féministe, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'être féministe. Voilà. Féministe, non, c'est pas comme humaniste. On se bat pas pour des droits humains, on se bat pour les droits des femmes. Pourquoi est-ce qu'on parle de féminisme et pourquoi est-ce qu'on parle avant tout de femmes? Parce que les femmes vivent une oppression spécifique. Et c'est important de poser les mots, parce qu'en gros, si on n'explique pas à travers la catégorie femme, les femmes n'existent pas en tant que telles, là, elles sont pas sorties de manière magique, mais si on s'intéresse pas à la catégorie femme, comment elle est construite par la société et qu'est-ce que ça a comme implication, comment est-ce qu'elle est perçue, qu'est-ce que ça va avoir comme implication concrète sur leur vie, et sur les vies de leur famille, si on fait pas ça, on peut rien comprendre. Le problème, c'est que quand on commence à dire on devrait pas parler de féminisme, on devrait parler d'humanisme, on va masquer les conditions de vie spécifiques des femmes et les discriminations spécifiques qu'elles vivent. Et c'est pareil si vous dites on devrait pas parler d'antiracisme, on devrait parler d'humanisme, et bien en fait, tu
tu invisibilises complètement le vécu spécifique des personnes qui ne sont pas blanches et tout ce qu'il y a derrière. Donc si tu fais ça en disant « moi je ne vois pas les couleurs, moi je ne vois pas les différences entre les sexes, entre les genres ou quoi que ce soit », ben le problème c'est que peut-être que toi t'as l'impression que tu les vois pas, sauf que la société autour elle se construit en fonction de ces catégories-là. Et elle les voit très bien, t'inquiète pas. T'inquiète pas que tu as moins de chances de trouver un job parce que potentiellement tu peux tomber enceinte, hein, on sait pas, on va peut-être pas te donner le CDI, hein, Monique, le CDI là, t'as prévu de faire un enfant ou pas? Bah attends, on t'a demandé toute un embauche, t'as dit oui, donc on va plutôt donner à Jean-Pascal, hein. Jean-Pascal aura le CDI. Et tous ces trucs là, où à cause du nom de famille que tu as, tu pourras pas obtenir un logement parce qu'on sait jamais hein, ce qui peut se passer, tu vas peut-être dealer de la drogue dedans, hein, ça fait pas trop français, hein, on sait pas. Tous ces trucs là, si tu ne poses pas les termes, si tu ne dis pas ça c'est du sexisme, ça c'est de la misogynie, ça c'est du racisme, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Donc, c'est vraiment important justement de voir les couleurs et de voir les différences qu'il y a de traitement en fonction de la couleur des gens ou en fonction de leur genre. Sinon, on ne peut absolument rien comprendre. Voilà. Et sinon, ça nie l'entièreté des travaux en sciences sociales, mais ça fait pas juste nier tous les travaux en sciences sociales, ça fait juste nier le vécu des gens. Vous imaginez le manque de respect? Il y a quelqu'un qui est en train de te dire moi, on a peur de moi parce que je porte un voile et on refuse de mettre mes enfants à la garderie parce que je suis musulmane, et toi tu fais oh mais moi je fais pas de différence, hein, tu fais bien ce que tu veux, de toute façon la religion c'est de l'ordre du privé. Bah merci. Merci, mais du coup ça change rien à mon vécu, hein. Aïe aïe aïe. C'est compliqué, hein, oui, c'est hyper diabolisé le féminisme, c'est sûr. Et je pense que l'antiracisme va l'être pas mal, parce que c'est vrai que le mouvement Black Lives Matter, ça a bien pris en France, donc on en a bien entendu parler. Donc c'est pour ça que je parle de ça aussi, je pense qu'on va avoir pas mal une diabolisation des mouvements antiracistes aussi, là. Mais oui, en fait, le problème, c'est que quand on dit ça, c'est de l'ordre de l'humanisme, on invisibilise les violences spécifiques qui sont vécues. C'est ça le problème. Je pense qu'on peut dire qu'elles sont pas féministes parce qu'elles se battent pas pour les femmes, du coup, ou pour toutes les femmes. Ça, je pense que c'est intéressant, mais je sais pas trop. Pour te répondre... Attends. Elip map. J'en sais rien. Mais c'est pareil, en fait, il y a plein de problèmes. C'est parce que comme il y a plein de courants dans le féminisme, il y a aussi un féminisme très libéral, qui est souvent fait par des femmes blanches très diplômées, qui sont en mode, elles, ce qu'elles veulent, c'est en gros accéder à des postes de pouvoir. C'est important d'avoir des femmes chefs d'entreprise. C'est un peu woman in games, quoi, vous voyez. Il faudrait qu'on ait de la... de la parité, voilà, il faudrait la parité dans les postes, il faudrait que les femmes aient les mêmes chances d'accéder à des postes de pouvoir que les hommes. Ça... Le droit à une carrière, ok, c'est un enjeu. Sauf que ce que nous montrent tous les travaux féministes qui ne sont pas faits justement par des femmes blanches, c'est d'expliquer que quand il y a des femmes blanches qui font carrière, qui sont surdiplômées, et bien en fait, qui c'est qui fait leur job? Parce qu'en fait, la double journée de travail, elle disparaît pas. C'est-à-dire que quand t'es une femme surdiplômée et que t'as une vie de famille, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'occupe de ta vie de famille. Sauf qu'en général, ton mari fait une grosse carrière aussi. Donc du coup, qui c'est qui se retrouve à faire ce job qui est sous-évalué, qui est même pas sous-qualifié, qui est même pas perçu comme un job, c'est des femmes non blanches, sous-diplômées, dans des situations très très précaires, et qui parfois se retrouvent complètement abusées par ces familles-là, sans papier, etc. Et donc on est face à des situations qui sont pas du tout horizontales, quoi. Donc c'est important de l'avoir en tête, en fait, que c'est pas juste on veut des salaires similaires, c'est que là, il y a des problèmes en fonction de comment est-ce qu'on est perçu par les autres, on va pas avoir les mêmes chances, quoi. Socialement. Il y a vraiment des trucs auxquels il faut penser qui sont vachement plus compliqués que on veut l'égalité des salaires, quoi. On a le droit à une carrière et de se fait... le droit à une carrière se fait en reportant le travail de l'éducation des enfants sur les femmes racisées. Exactement. C'est ça. Exactement. Exactement. Mais ça, c'est intéressant, et du coup, on en parlera dans la prochaine lecture de ce bouquin. Mais il est que 19h09. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tard, pas du tout. On en parlera dans la prochaine lecture qui sera sur l'intersectionnalité. Après, je peux voir combien de pages elle fait, mais... Je sais pas où je suis, hein. À l'aide. Je vais regarder. J'ai pas fini la conclusion sur les gilets jaunes, de toute façon. Faut qu'on conclue.
Ça m'a lancé sur le féminisme, là. De toute façon, mon job à moi, je vous le dis parce qu'on n'est pas beaucoup, là, mais... mon job à moi, c'est évidemment de créer de la solidarité entre les femmes, en fait. Je connais plein de femmes qui sont pas féministes et qui se revendiqueront jamais féministes, je pense, c'est pas le problème. Mais c'est hyper important pour moi qu'elles aient un espace où se sentir bien, parce que ça n'existe pas à l'heure actuelle. Un espace différent où elles peuvent respirer et où les femmes ne sont pas mises en compétition entre elles, mais au contraire sont solidaires, partagent des compétences, de l'entraide et des choses comme ça. Parce que ça n'existe pas. Son job rapporte 11 000. Il est long le truc sur l'intersectionnalité, j'ai pas envie de le bâcler. Donc je vais terminer sur les gilets jaunes. Morale de l'histoire du coup sur les femmes gilets jaunes. D'où le hameau de meuf, oui complètement. Complètement. Morale de l'histoire, ce qui change peut-être dans la publicisation du mouvement des gilets jaunes, c'est que l'invisibilité des femmes est partiellement rendue visible et débattue, même si cela reste tendanciel, car certaines soirées sur BFM TV par exemple, donnent davantage la parole à des hommes. En outre, tandis que le mouvement se structure, les revendications d'égalité entre les femmes et les hommes émergent et sont publicisées. Cette présence pérenne est sans doute à mettre en relation avec le gain de légitimité de la parole des femmes ces derniers mois. Avec la séquence féministe qui se déploie à l'échelle mondiale, de la grève du 8 mars en Espagne aux mobilisations pour le droit à l'avortement en Argentine, de MeToo aux États-Unis à la manifestation du 24 novembre en France, une nouvelle vague féministe est en cours. Elle favorise la prise de parole des femmes dans l'espace médiatique. Si la mise en place de porte-parole des Gilets jaunes a été symptomatique de la tendance à voir disparaître les femmes, elles étaient 2 sur les 8 porte-paroles, l'originalité du mouvement a néanmoins été de ne pas avoir une direction où les hommes pouvaient monopoliser l'attention. Intéressant. Solidaire, solidaire, dans une heure ça assassine les camarades. C'est pas toutes des camarades, donc ça passe. Salut Savanos. Pour toi, est-ce qu'un homme peut se déclarer féministe? C'est pas un enjeu, en fait, j'en ai rien à battre. Vous faites ce que vous voulez, vous déclarez ce que vous voulez, vous n'êtes pas le cœur du truc, en fait. Vous faites ce que vous voulez, hein, de toute façon, si vous avez envie de vous déclarer féministe, vous le ferez, donc qu'est-ce que je vous dise? Ouais, la sororité, c'est compliqué entre femmes, parce qu'en fait, il y a une mise en compétition entre nous, et ça, dès le plus jeune âge. C'est très très dur, en fait, de se construire en tant que femme. Je sais pas comment vous l'expliquer si vous n'êtes pas une femme, je sais pas si vous l'avez peut-être vu, mais moi je pense que le pire ça a été à partir du collège, lycée, où en fait t'as un regard de surveillance permanente entre femmes, de vérifier que tu es bien une femme qui se comporte comme femme, mais pas trop, parce que sinon si t'es trop comme ça quoi, si je suis trop une meuf quoi, tu fais trop la meuf, et les gens ils aiment pas que tu fasses la meuf tu vois. Donc il faut que tu sois une femme qui est pas trop femme, mais qui est quand même assez femme, parce que sinon t'es une lesbienne quoi, donc ou un garçon manqué, donc concrètement tu n'es pas dans le marché des couples, vous voyez, le marché hétéro, tu n'es plus dedans, donc tu es éliminé de ça. Donc faut que tu fasses attention toi en tant que femme à être dans le marché hétérosexuel, si tu es hétérosexuel évidemment, et être perçue comme telle pour pas te faire emmerder. Merci Fiantsuk pour le sub offert à Vodom et à Crazy Patate, merci beaucoup. Donc pour pas te faire emmerder, te faire bully ou quoi, il faut que tu sois perçue comme étant comme ça assez femme, mais pas trop femme, parce que sinon t'es quand même une salope, hein, franchement. T'es une traînée, hein, on peut le dire, t'es une traînée. Voilà. Une fille facile, exactement. Donc en fait, toi, t'es dans une espèce de posture comme ça, où t'es là genre... Et ce que ça crée, c'est que toi, tu perçois ça de la part des autres femmes et des hommes. Oui, ça existe aussi pour les hommes, c'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes... Vous avez des normes de genre aussi, hein. Ça c'est clair, ce qui sont spécifiques aux hommes. Il y a des normes de genre spécifiques aux femmes aussi. Et donc du coup, quand t'es... un jeu d'équilibre, c'est ça. Et toi, en fait, quand t'es là, ce que tu fais, c'est que tu fais attention à ce que t'imagines que les autres perçoivent de toi, pour pas te faire emmerder, donc tu fais attention à ça constamment. Et en même temps, tu portes un regard sur les autres pour vérifier qu'elles rentrent bien là-dedans. Et donc ça commence une espèce de mise en concurrence entre femmes qui est souvent valorisée par les groupes d'amis, et notamment par les réseaux, est-ce que tu es en couple avec des mecs ou pas. Et en fait, t'es tout le temps en train de vérifier si Machine, elle est en couple avec Truc, ça veut dire que sûrement elle est plus belle que toi, qu'elle est vachement plus intéressante. Et c'est pour ça que vous avez aussi le phénomène des femmes les pick-me. Est-ce que vous connaissez les pick-me? C'est pas les pick-min, hein. C'est P-I-C-K, plus loin, M-E. Prends-moi.
Bon, pas dans le sens sexuel du terme. Les pick-me, c'est genre des femmes qui montrent qu'elles sont pas trop femmes. Genre, c'est pas les... C'est genre des femmes qui sont bien, tu vois. Elles ont tout ce qu'il faut. Et ça devrait être à elles qu'on donne le plus d'attention parce qu'elles font tout bien, tu vois. Elles sont pas trop chiantes, c'est pas les filles qui discutent derrière toi, tu vois. C'est pas celles qui font du bavardage, c'est pas celles non plus qui mettent des mini-jupes. C'est les femmes bien, tu vois. C'est les femmes bien. C'est quelqu'un avec qui tu pourrais te voir, être en couple sur le long terme parce qu'elle est vraiment sympa, elle est drôle, elle est pas prise de tête. C'est une pick-me, quoi. Et donc du coup, ce que ça fait, c'est que en tant que femme, toi, t'as grave envie d'être cette meuf-là. T'as envie d'être la meuf cool que les gens aiment bien et avec qui ils peuvent s'imaginer en couple. Donc toi, tu essayes grave de coller à ça et tu vas faire des rappels à l'ordre à celles qui collent pas à ça. Mais des fois, tu vas pas leur dire. Tu vas juste, toi, les regarder et te dire « Ah, il faut pas que je finisse comme elle. Elle, c'est une pauvre fille, tu vois. » Et donc, il faut absolument que tu fasses attention à être cette fille-là, à être la pick-me. Et du coup, souvent pour l'être, tu vas tracher d'autres meufs à l'intérieur de tes groupes d'amis. Ce que ça fait, c'est que entre femmes, du coup, tu n'oses pas demander quelque chose. Genre, par exemple, des fois, on a eu des débats sur les... Quand j'étais au lycée, on a eu des discussions sur les poils avec mes groupes d'amis. Ça a libéré la parole de ouf. On était là, genre, oui, là, je me suis pas épilée. Oh, moi aussi, j'ai eu trop honte. J'ai dû mettre un t-shirt parce que enfin, un pull long parce que je voulais pas que ça se voit que j'ai des poils. Alors qu'en fait, t'osais pas en parler avant parce que tu te disais que t'allais être exclu du groupe si jamais tu prenais la parole sur ça. Et en fait, quand t'es une femme, t'as ça surtout. Là, les poils, c'est un exemple, mais la manière dont tu t'habilles. Quand t'es une femme, on a cette idée de on doit bien s'habiller, on doit faire attention à comment on s'habille. Mais si toi, ça t'intéresse pas, genre tu sais pas comment t'habiller, tu vois. On t'a pas appris, parce qu'en fait, c'est pas naturel, ça s'apprend de savoir s'habiller. Si on t'a pas appris et que t'as toutes les autres qui te jugent sur comment... T'as peur qu'elles te jugent sur comment elles t'habillent, en fait, tu vas te dire, bah j'aime pas les fringues, j'aime pas le maquillage, parce que je vais me faire défoncer, en fait, si j'aime le fringue et les maquillages. Parce qu'en fait, elles vont se rendre compte que je sais pas faire. En fait, ça creuse un écart entre celles qui peuvent, parce qu'elles ont des sociabilités féminines, je sais pas, avec leur mère, avec leur sœur, elles ont un espace où elles apprennent à se maquiller, elles apprennent à s'habiller. Si t'as personne qui t'apprend, t'es là et t'es en mode comment je vais faire? Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revendiquer le fait que toi, tu ne colles pas à ça, parce que ça, c'est des meufs. Hein. Elles font les meufs. Mais toi, t'es pas comme ça. Et ce qui est horrible, parce qu'en fait, du coup, tu développes pas ces compétences-là. Alors que les fringues, ça te permet d'être à l'aise avec toi et avec ton corps. Ça te permet de te sentir toi. Les fringues, c'est quand même assez constitutif de l'identité. Tu portes un peu qui tu es, en fait. Et donc, il y a plein de femmes, c'est quand elles vieillissent et qu'elles arrivent à 25 ans et plus, enfin plus de 20 ans, quoi. Qu'elles sont soit à la fac, soit dans des milieux associatifs, soit qu'elles rencontrent de nouvelles amies en dehors du lycée et du collège, où en fait, elles se disent « Ah, mais là, je peux en parler avec les autres meufs, et on va pouvoir en discuter. » Et en fait, on peut m'apprendre. Et il y en a qui vont commencer à prendre du plaisir à s'habiller à partir de 25 ans, quoi. Mais même plus tard, mais voyez l'idée. Parce qu'en fait, il y avait cette peur de ouf quand t'étais au collège-lycée, quoi. Attendez, je vais reprendre les questions parce qu'il y a plein de... Il y a eu plein de questions en même temps. Et j'étais à fond dans mon truc. On engage une nouvelle technicienne de surface dans le bâtiment du centre doc. Toutes les femmes ont jugé son physique, son style. J'ai trouvé ça horrible. Oui, la plupart des mecs, ils sont là. Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes pas sympa et tout. Elle vient d'arriver. Monique, elle est peut-être super sympa. Et toi, t'es là. Mais tu comprends pas? Tu comprends pas que trasher Monique, ça nous permet d'avoir une solidarité entre nous. Et on sera pas celle qui se fera trasher. Ok? C'est normal, la mise en compétition entre meufs. Ok? C'est compliqué, hein. Je vous lis en même temps. Ce sont des rappels presque inconscients ou indirects. Exactement. Il n'y a pas besoin d'en parler, en fait. Il n'y a pas besoin de prendre la parole dessus pour que ça soit fait. Et ça, c'est là que c'est hyper intéressant, c'est que les normes de genre, tu n'as pas besoin d'en parler pour faire des rappels à l'ordre. T'as même pas besoin d'avoir des regards. Tu sais ce que les autres vont penser parce que tu vois tout autour de toi ce qui se passe. Ah, bienvenue, Daisy Dude. Daisy Dew, pardon, il n'y a pas de D à la fin. La féminité, selon ma grand-mère, m'a causé pas mal de problèmes. C'est dur de déconstruire tout ça quand t'essayes de construire ton identité en tant que personne après. Mais c'est pour ça que souvent, t'as plein de femmes qui vont se considérer comme pas comme femmes. Elles se sentent pas à l'aise de dire je suis une femme. Elles sont femmes, ok, y a pas de problème, c'est des meufs. Et elles ont des comportements classiques et tout. Mais juste d'oser dire je suis une femme, comme on imagine un truc très féminin et
avec le mot femme, et bien en fait elles vont pas réussir à dire je suis une femme, tu vois. C'est pas possible en fait. C'est là que tu vois que la pression est énorme quand même. Hein. De toute façon t'es jamais assez bien quand t'es une meuf, donc voilà. Shadok a dit d'où l'intérêt des tutos maquillage. Ouais, les tutos maquillage, alors il y a des travaux de sciences sociales qui sont en train d'être faits dessus. Salut Oversplift. Il y a des travaux de sciences sociales qui sont en train... Salut Amar. Il y a des travaux de sciences sociales qui sont en train d'être faits entre les... sur les ados et le fait que les ados et les jeunes filles qui regardent les tutos maquillage et en fait, justement, elles apprennent comment être femme et quelles sont leurs marges de manœuvre de maquillage. Tu sais, pas en mettre trop parce que sinon tu fais peau de peinture. Enfin, tous ces trucs-là. Et donc, c'est vrai que YouTube a une grande place dans la sociabilité féminine aujourd'hui, et socialisation, pardon, de apprendre comment est-ce que t'es une femme et comment tu vas te comporter en tant que femme. Et le truc, c'est que c'est ouf parce que les YouTubeuses l'ont intégré elles aussi. Et elles essayent de... Comme elles se prennent souvent plein de remarques et plein de critiques, elles font très attention à ce qu'elles disent et comment est-ce qu'elles sont perçues en tant que femmes aussi. C'est hyper intéressant. Salut Bapulolu. Je dirais plus facilement que je suis une fille qu'une femme. Ouais, c'est ça. Merci à Mère Plume. Bah tant mieux si vous avez découvert la chaîne et que ça vous a plu. T'es maquillée? Non, moi je me maquille pas. Enfin, très peu. Je me maquille quand j'ai envie de me maquiller en mode... oh bah tiens, je vais être à l'aise pour me maquiller aujourd'hui. Mais c'est pas une routine pour moi. C'est pas du tout une routine. Parce qu'en fait, le calcul... Enfin, je fonctionne... Ma mère se maquille pas en fait. Et j'ai pas de frère ou sœur. Voilà. Et en fait, en gros... Comme ma mère se maquille pas, j'ai appris avec mes amis et tout, donc je sais me maquiller. Mais c'est vrai que c'est pas rentré dans ma routine. C'est-à-dire que quand t'as une maman qui est là et qui se maquille le matin, et que toi tu te lèves, tu te maquilles avec elle, c'est pas la même chose. Moi, il y avait pas de temps maquillage. Moi, je suis en mode... Moi, vraiment, hein, quand je me lève, même pour aller donner cours, admettons, je donne cours... je dois partir à 8h pour aller prendre les transports en commun. Je me lève à 7h30. Et avant, quand j'étais étudiante, je me levais à 7h45, tu vois. Je prenais mes vêtements, mon sac, et je m'en allais. Je me brossais les dents et basta, quoi. Bon, ben, voilà, quoi. C'est quoi le rapport, Bab? T'es maquillée, là? Bon, ben, voilà, quoi. Oui, mais encore. Salut, Julien. Oui, je pense que Avide de Recherche a fait une vidéo là-dessus, ouais. Je crois que je l'ai vu passer. Mais je crois que je l'ai vu, d'ailleurs, hein. Je suis sûre que je l'ai vu, celle-là. Avide de Recherche, les ados youtubeuses et la féminité. Non, je pense que je l'ai vu ça. La femme n'existe pas. Non, les femmes existent. Hein. Mais en tant que catégorie sociale, oui, les gens se comportent de toi en fonction de... Si tu es perçue comme femme... Oui, tu peux envoyer le lien, bien sûr. T'es pas maquillée, ça change pas grand-chose. Je comprends vraiment pas ce que t'es en train de dire. J'ai pas dit que ça changeait quoi que ce soit, j'ai dit qu'en fait, on avait des rappels à l'ordre. Quand t'es... Écoutez, moi je suis une femme, je me maquille pas. Clairement, je fais négliger, je pense que j'obtiens pas certains postes. Hein. Que ça soit clair et net, je pense que vous vous en rendez pas compte. Mais si j'ai un entretien d'embauche, je vais me maquiller, les gars. Hein après, je ne pointerai pas au travail maquillé, mais par exemple, il y a un espèce de truc horrible et qui fait que moi, je me maquillerai jamais au quotidien. C'est que si tu décides de ne pas te maquiller pour X ou Y raison, tout le monde va venir te voir en disant oh, t'es fatigué? T'es fatigué? T'es malade? Y a un problème? Non, non, c'est juste ma vraie tête, en fait. Je suis pas maquillée, mais c'est ma vraie tête, je suis pas malade. C'est normal, en fait. On a des cernes et on a des rides hein, quand on est une meuf aussi, en fait. Voilà. Et moi, il y a plein de fois où j'avais envie de me maquiller et je me maquillais pas parce que je me disais, les gens vont me dire, et ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que j'avais aussi ce réflexe. Je me dis, t'as une date ce soir? Ah bah t'as fait ça pour qui? Ah bah dis donc! Ah bah dis donc, maudit ça va ken hein. Non pas du tout, j'avais juste envie de me maquiller parce que j'avais envie de prendre un temps pour moi et de faire un truc qui me plaît. Mais non, si je le fais, comme je suis quelqu'un qui de base ne se maquille pas, si je me maquille, ça va être exceptionnel. Et donc du coup, c'est forcément que c'est pour quelque chose d'exceptionnel. Donc évidemment pour un mec. Enfin je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'exceptionnel qu'un mec? La base. Si tu vas dans un métier dit d'homme, style atelier, si t'es maquillée, t'as pas le poste non plus. Ouais. Bien sûr. Ça dépend, évidemment. On s'ajuste en fait en fonction de avec qui on va interagir. Et c'est le truc, c'est qu'on a une pression de ouf. Parce qu'en fait, ça m'a marqué aussi quand je suis arrivée dans cette coloc. Personne se connaissait dans la coloc. Et quand on a commencé à discuter, il y a ma coloc, mon autre coloc femme qui a dit ouais, moi je suis contente, là ça se passe bien et tout, parce qu'en fait j'aime pas les femmes et tout. Une coloc avec 3 meufs, j'aurais pas supporté.
Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'on nous apprend en tant que femme. C'est-à-dire qu'on t'apprend en tant que femme, les femmes sont des vipères entre elles, tu as intérêt à te méfier, toujours à te comparer. Voilà, la base du mode d'interaction entre deux femmes, c'est la comparaison. Vérifier où est-ce que tu es placé dans le marché hétérosexuel par rapport à elle. Est-ce que tu vas être considérée comme la meilleure, la plus belle, la plus drôle, la plus intelligente. Et si jamais l'autre se rend compte que, par exemple, t'as un peu plus de connaissances sur un truc, elle va être là genre oh, mon Dieu, mais vite, je vais la planter. Et c'est ça, tout le temps. Tout le temps. Nos modes, c'est épuisant. Au quotidien, tu ne peux pas être avec d'autres femmes parce que les modes d'interaction, c'est ça. Et c'est épuisant, en fait. Donc, évidemment, il y a plein de femmes qui vont préférer être entourées d'hommes, avoir des amis hommes, etc. parce qu'elles n'ont pas ce poids-là. Elles vont avoir d'autres rappels à l'ordre et tout, entre hommes. Mais c'est vrai qu'entre femmes, tu as ce côté-là, qui est épuisant. Et là, je trouve qu'on peut s'en détacher dans certains cas, notamment dans le milieu associatif, tu vas faire ton sport, voilà. Il y a des moments où ça revient, tu vois. T'es amie avec des filles, elles vont se mettre à se comparer, et t'es là genre, mais pourquoi? Et même moi, il y a certains moments où le naturel revient au galop, parce qu'en fait, c'est devenu naturel tellement on nous l'a appris. Et c'est très dur à déconstruire, et il faut vraiment faire le taf tout le temps. Et pour que ce taf-là, il fonctionne, il faut que les femmes soient entourées de femmes à certains moments, qu'elles aient des espaces où elles sont que avec des femmes, parce que ça change tout, hein. Je vous le dis, si t'es dans un groupe où il y a 8 femmes, 3 hommes, le fait qu'il y ait, même si les hommes sont minoritaires, le fait qu'il y ait une présence masculine hétérosexuelle, ça change tout. Donc, c'est vrai que d'avoir des espaces où t'es entre femmes, ça va enlever le poids du regard masculin qui regarde les autres meufs, etc. Et donc, du coup, ça peut soulager à certains moments et avoir des prises de parole et tout. Et ça change tout, en fait, dans nos interactions. C'est pas du tout la même chose, en fait. Ouais, d'où l'intérêt pour le pote gay, parce que le pote gay, tu te dis, c'est quelqu'un avec qui on va avoir des centres d'intérêt similaires, dans les clichés que tu imagines être le pote gay. Mais tu imagines que tu vas pas avoir le jugement qu'ont les autres femmes. Et en fait, c'est à ce côté-là. Et donc, du coup, des fois, se retrouver dans un espace où il y a que des femmes, ça soulage. Et après, t'es plus forte dans les moments où tu interagis avec d'autres personnes. Et d'autres femmes dans des milieux plus mixtes, quoi. C'est intéressant. Je dirais la même chose de la nécessité des espaces masculins. Alors, j'y connais rien, mais les espaces masculins où les hommes sont dans un autre soi masculin, c'est quand même la majorité de ce qui existe, hein. Les postes de pouvoir qui sont entre hommes. L'autre jour, je sais plus ce qui s'est passé. Je me suis baladée pour un truc, il y avait que des mecs. C'était quoi? Une fois, je suis rentrée dans un bar gaming. Je suis entrée dans un bar gaming. Parce que j'avais rendez-vous avec quelqu'un pour récupérer un truc. J'ai mis un pas dedans, il n'y avait pas une meuf. J'ai fait, ah bah tiens. Et tout le monde m'a regardé comme si, je sais pas, j'étais une licorne, quoi. Alors là, c'était vraiment, on aurait pu en faire une scène... Ça aurait apparu dans une scène de film, j'aurais dit, c'est trop cliché. C'est pas le cas, aujourd'hui, les bars gaming, il y a des meufs. Voilà, c'est ce que je me serais dit. Et en fait, non, à ce moment-là, il y avait que des mecs parce qu'il y avait un tournoi de Smash Bros. Voilà pourquoi. Donc c'est pour ça. Sinon, dans les bars gaming, quand même, il y a des meufs aussi, hein. Il y a des ados, donc il y a aussi des jeunes filles et tout. Je suis en train de vous lire en même temps. Comment tu fais si tu veux bosser dans un milieu où tu sais qu'on va te prendre la tête si t'es maquillée ou pas, si tu portes des talons, une jupe? Moi, j'essaye au maximum qu'on m'emmerde pas, donc je colle de ouf aux clichés qu'on attend de moi, voilà. Je vous avoue que mon but, c'est pas qu'on me fasse chier, donc si je m'imagine que dans... C'est ce que je m'imagine, parce qu'on m'a jamais dit tu vas pas pouvoir bosser ici si t'es pas maquillée ou en talons. Mais si je m'imagine que dans ce milieu-là, faut être maquillée en talons pour réussir, je vais le faire. Ce qui veut dire que ça renforce tous les clichés, mais en même temps, j'ai pas envie de me mettre en danger et d'être épuisée, quoi. Parce que imagine t'as pas le poste, ou imagine tu te fais bully, c'est bon, quoi. C'est éprouvant. C'est plus une fois que t'es dans le poste depuis longtemps, et que les gens te connaissent pour autre chose que ton apparence, et voient tes compétences, là peut-être que t'as un peu plus de marge de manœuvre. Une fois que t'es un peu plus stabilisé dans le travail, ou dans le milieu, c'est là que tu peux tenter plus de choses. Mais c'est vrai que de prime abord, c'est compliqué. Au début, c'est compliqué. T'as pas détruit l'écosystème du bar gamer. Non, j'ai attendu dehors, figurez-vous. J'étais pas à l'aise, j'ai attendu dehors. J'ai la chance de ne plus avoir ce genre de pression, du coup je peux faire ce que je veux niveau maquillage et vêtements. Ça change tout, hein. Je suis en train de vous lire en même temps, je galère. Hein. Apparemment ça sent pas très bon les tournettes Smash Bros. Niveau odeur c'était normal. C'est une scène de Big Bang Theory. Ah c'est vrai? Salut Ryan. Je sais pas si vous connaissez l'AFK à Lyon, c'est un bar gaming avec des jeux de société, des jeux rétro et des trucs comme ça.
Et par contre, la FK, c'est top parce que c'est très mix et paritaire dans les gens qui y sont. Mais qu'est-ce qu'il raconte depuis tout à l'heure, lui? Oh là là. C'est très mixte dans les gens qui sont là. Et ça se passe plutôt bien, en fait. Genre, tu rentres, tu te sens à ta place. Tu sais, c'est un milieu d'étudiants qui aiment le jeu vidéo, quoi. T'as pas peur, au final, de t'épuiser à bosser dans un environnement qui te correspond pas? Mais vous savez que c'est quoi l'environnement qui me correspondrait? D'être aide-soignante? D'être dans l'éducation des maternelles? Ça, c'est les jobs de femmes où il y a que des femmes. N'importe quel autre boulot. Les boulots qui demandent ce qu'on appelle de l'ambition, qui est considéré comme une compétence et des envies masculines, sont pas pour moi. Donc du coup, je fais quoi? C'est très inclusif, la FK, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, bien sûr, je trouve. La FK, voilà, si vous voulez tester un bar gaming à Lyon sans vous sentir bizarre quand vous rentrez, bah n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ouais, c'est recommandé, la FK, c'est bien. Ouais, on apprend à encaisser quand on est une femme, en fait. Je sais pas, c'est relou. Quoi? Mais on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix, en fait. Sinon, on fait quoi? T'imagines? Bon, je vais pas faire le poste que j'aime dans la vie, parce que, bah... y a des mecs et c'est des mecs relous et je vais devoir porter du maquillage. D'accord. Bah, en fait, il y a plein de femmes qui s'autocensurent. Hein. Il y a plein de femmes qui n'accèdent pas à certains métiers parce qu'elles savent qu'elles vont être maltraitées. Notamment dans le milieu de la cuisine ou des trucs comme ça. Il y a plein de femmes qui se lancent pas parce qu'elles se font harceler, elles se font renvoyer chier, etc. Moi, je comprends les positions de ces femmes-là parce que tu n'en peux plus. Voilà. Mais je suis désolée, je vais pas vous faire le plaisir de vous laisser entre vous si j'ai envie de faire une carrière dans un truc où il y a des hommes. Hein. Je ferai la carrière où j'ai envie et où j'ai des compétences. Voilà, c'est tout. Ça vous arrange bien quand on n'essaye pas. Comme ça, vous avez vos postes. Hein. Y a personne pour venir vous piquer les jobs. Ouais, c'est ça, la cuisine pour les femmes, c'est que quand c'est pas payé et pas reconnu. Mais ça, il y a Axel, je crois, qui en a parlé tout à l'heure. Les postes qui étaient... En fait, quand le poste commence à gagner du prestige, il devient masculin. Donc, par exemple, la programmation, qui était un job de meuf parce que c'était lié au secrétariat, l'usage de l'ordinateur, etc. C'était très féminin. Aujourd'hui, dans l'informatique, voilà, ultra masculin. Parce que devenu beaucoup plus prestigieux. Et à l'inverse, quand il y a des jobs qui perdent du prestige, eh bien c'est là que les femmes vont pouvoir accéder à ces jobs. Et ça, il y a un exemple sur ça, c'est les juges. Je sais pas si vous avez déjà été dans les tribunaux et tout, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de juges femmes qu'avant. Il y a même une majorité des juges qui sont femmes. Ça dépend juge de quoi, mais voilà. Parce qu'en fait, c'est des jobs qui commencent à perdre en prestige. Je taffe en tant qu'agent de sécu, je suis environ 50 kilos, alors je vous laisse imaginer le sexisme que je me prends tous les jours, explicite ou non. Oui, c'est ça, mais en fait, t'es obligé de... Malheureusement, t'es obligé de faire avec, en fait. Et donc voilà. Donc en fait, je pense qu'il y a un travail à faire, qui est 1. Ne pas laisser les postes de prestige aux hommes, donc avoir le courage de se lancer. Et 2... Tu trouves que la médecine c'est très prestigieux? Tu verras où sont les femmes dans les postes à la médecine, tu verras que c'est pas prestigieux du tout. J'ai envie d'en faire une vidéo YouTube sur ça, sur les femmes dans la médecine, mais alors... Et donc du coup oui, 1. Aller jusque dans les postes prestigieux, ne pas hésiter à avoir de l'assurance, ne pas hésiter à montrer que t'as confiance en toi, ne pas hésiter à avoir de l'ambition quand t'es une femme. C'est pas une honte d'avoir de l'ambition quand t'es une femme. On dit elles sont carriéristes, elles sont prêtes à tout. Non, on s'en fout en fait, voilà. T'as envie de faire carrière dans un truc qui te plaît, ben tu t'en fous, tu y vas. Voilà, bas les reins. Et la deuxième chose, je pense qu'il est important de revaloriser les métiers qui sont des métiers qui sont perçus comme féminins. Et que eux gagnent en prestige. Parce que clairement, je suis désolée, les jobs de care, prendre soin d'eux, les jobs de s'occuper de la famille, etc. C'est des jobs qui sont extrêmement éprouvants et qui sont extrêmement importants. Tu fais l'éducation de gens qui sont des personnes. C'est hyper important comme boulot, pourquoi est-ce que c'est pas prestigieux ça? D'éduquer des enfants, en quoi c'est pas prestigieux? Je veux dire, t'es littéralement en train de fabriquer des petites personnes qui après vont peut-être devenir des personnes importantes et prendre des décisions. C'est hyper important. C'est une grosse responsabilité, ça devrait être un poste prestigieux. Donc je pense qu'il faut valoriser ces postes-là, de dire que c'est des compétences et tout ça, quoi. La féminisation de la santé, c'est un processus en cours, ça va prendre quelques années. Parce qu'on fait 10 ans d'études, MDR.
Mais que ce soit médecin ou pharmacien, c'est maintenant à majorité féminine. D'accord. On n'empêche pas les femmes de justement avoir des postes prestigieux en médecine. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a plein de recherches en sciences sociales et notamment en gender studies qui vous expliquent que c'est pas parce que oh bah les femmes elles peuvent y aller hein, la place est là, que ça suffit pour que les femmes y aillent. Notamment parce que il y a des questions d'inégalité sociale qui sont vraiment liées à des processus sur le très très long terme. C'est-à-dire que t'as la barrière à l'entrée, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de te lancer dans certains jobs, notamment parce qu'il y a personne pour te représenter dedans. Donc te percevoir comme ok de pouvoir te lancer, alors là c'est une montagne. Et deux, il y a ce que dit Gogo, le plafond de verre. Le plafond de verre qui fait que bah quand t'es une femme, les postes prestigieux, il y a bizarrement cela. Voilà, ta carrière, vous allez regarder. Pas forcément les femmes à niveau d'études égales et poste égal d'un homme, mais vraiment leur progression dans leur carrière. Et vous allez voir qu'elles ont beaucoup moins de chances d'aller tout en haut. Terrible. Et déjà, il faut s'auto-autoriser, bien sûr. Sauf que quand on a intériorisé qu'on n'était pas faite pour ces postes-là parce qu'on n'avait pas les compétences, c'est compliqué. Il est bien épais, le verre, genre verre qui résiste aux attaques de bazooka. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que la question de la représentation, c'est hyper important. Hein. Parce que ça veut dire que si tu te représentes comme capable d'aller à ce poste, tu vas avoir plus de chances de pouvoir avoir confiance pour te lancer, quoi. Salut Greenpeace, salut Wolfie. Je vais aller aux toilettes, parce que j'ai beaucoup trop envie. C'est terrible. Non, c'est dû... Attends, il y a Macruel Morticodi, je réponds à ça et après je vais aux toilettes. Qui dit, quand tu parles de perte de prestige d'un métier, c'est suite à l'arrivée de femmes sur ce genre de job ou c'est la perte de prestige due à des éléments extérieurs qui la rend accessible aux femmes? C'est une combinaison des deux. C'est-à-dire que les femmes commencent à gagner en niveau de diplôme et peuvent accéder à ces postes-là de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes diplômées d'ailleurs. Et donc du coup, le job se féminise. Et en même temps, il y a d'autres éléments extérieurs qui font que de base, il est de moins en moins prestigieux en fait. Et que les hommes... En fait, vous savez, si vous lisez Pierre Bourdieu, et on peut l'appliquer à la question des femmes, c'est intéressant. La question de la distinction, c'est-à-dire que les classes dominantes cherchent toujours à se distinguer du reste. Et du coup, les hommes, en tant que catégorie dominante, vont essayer de maintenir des positions de pouvoir. Et donc, vous avez des déplacements comme ça. C'est pas la même chose d'être... vous avez plusieurs types d'avocats et d'avocates, par exemple. Vous avez plusieurs types de jobs ministériels. Vous avez plusieurs... En fait, à l'intérieur même d'une profession, où les femmes commencent à y accéder parce qu'elles ont le niveau de diplôme et les expériences et tout ça, mais à l'intérieur même d'une profession, la profession elle-même va être hiérarchisée et structurée. Donc les hommes vont encore avoir les postes les plus prestigieux à l'intérieur de cette profession, etc., etc. Et ça, on n'en est pas forcément conscient, en fait.